Bienvenue dans Actioner. Dans ce numéro, nous allons parler du studio qui a en 7 mois placé pas moins de 6 films en tête du box-office mondial, cumulant une recette de 7,67 milliards de dollars. Il doit son succès à un remake, une suite et à l'exploitation d'une licence. Pourtant, même si le studio écrase tout sur son passage, il n'est pas à l'abri de revers. Nous allons nous intéresser à ces films qui ternissent son tableau de chasse. Pour parler des Disney de la loose, je ne suis pas seul, je suis accompagné par Constance. Hello. Je suis accompagné aussi par Manu. Salut. Et par Thibaut. Salut les gens. Donc prêt à parler des Disney de la loose, de ces films que personne n'a vus ou presque. Bien sûr. À part un nous qui, en étant d'ailleurs dans un niveau de santé de la loose, par ailleurs, je tiens à le préciser avant tout, et m'excuser pour ma voix, éventuellement. Mais voilà, effectivement, nous nous sommes infligés une seconde maladie en la présence des films dont nous allons parler. Enfin, certains, hein. Ouais, Il est temps de réhabiliter certains films, mais surtout un ou deux. Allez, je dirais 2. Ah, allez, j'avance sur le programme. Oh, même 3, hein, je pense. Mais bon. Oh là là, oh putain, les enchères. Ça balance. Allez, on va commencer tout de suite par le premier film. Donc ça sera Prince of Persia, sans doute le meilleur. Allez, je balance l'extrait de la bande-annonce. La légende parle de la force la plus puissante de l'univers. Les sables du temps. Ils sont contenus dans une dague sacrée. Certains ont juré de la protéger. D'autres sont prêts à tout pour la posséder. Et d'autres ont un destin qui en dépend. En libérant les sables, on inverse le cours du temps. Et seul le détenteur de la dague reste conscient de ce qui s'est passé. La dague a le pouvoir d'anéantir l'humanité. Toi seul peux empêcher cet apocalypse. On dirait que tu te plais à me dicter ce que je dois faire. C'est chaud. Alors Constance, est-ce que c'était mieux avec une manette en main ou avec Disney ? Alors, déjà, je vais faire une petite confession. J'ai jamais vraiment eu la chance de jouer à Prince of Persia. Mais je suis allée voir le film à l'époque de sa sortie, donc c'était en 2010. Prince of Persia avec Jake Gyllenhaal et Gemma Arterton en tête d'affiche, accompagnés par Ben Kingsley. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Jake et Gemma n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui. Et que leur casting avait soulevé quelques questions, peut-être à juste titre. Ça balance. Donc Prince of Persia, c'est basé sur la franchise du même nom. D'ailleurs, au scénario, on retrouve Jordan Mechner, j'espère que je le prononce bien, qui est le créateur de la franchise des jeux et qui a donc travaillé sur l'histoire, même s'il a été aidé d'autres scénaristes pour mettre tout ça en forme, dont le scénariste du jour d'après. Également un film avec Jake Gyllenhaal sorti peu avant. À la réal, on retrouve Mike Newell, qui avait quand même 66 ans à l'époque du tournage, donc on est déjà sur un bon petit papy, qui est Le racisme surtout connu anti-vieux, pour, bravo. tout à fait. C'est clair. Ah, la gérontophobie. Surtout connu pour 4 mariages et un enterrement, ou encore Gros Harry film Potter d'aventure. et la coupe de feu. Ah, meilleur film d'aventure. Voilà, que je n'avais déjà pas trouvé fou. Mais alors, du coup, Prince of Persia, effectivement, ça a été un énorme flop au box-office. On estime que son budget de prod est environ 200 millions de dollars, auquel il faut rajouter une centaine de millions de dollars pour le marketing. Marketing qui a été à l'époque hyper agressif. Il y avait des pubs Prince of Persia absolument partout. Et il n'a ramené que 336 millions de dollars. Ce qui fait que déjà trop. Disney... ce qui est déjà beaucoup, effectivement. Mais bon, Disney s'est bien ramassé sur ça. Et par Disney, bien sûr, j'entends aussi ce cher Jerry Bruckheimer, qui a été embauché pour produire le film, puisqu'il sortait de son énorme succès avec la saga Pirates des Caraïbes. Et du coup, Disney voulait sûrement créer une franchise, sûrement une nouvelle trilogie, et il avait donc confié la production du film à Jerry Bruckheimer.
Et je pense que c'est intéressant de souligner que pour ce cher Jerry, c'est un peu le début de la fin, parce que l'année d'avant, il s'était déjà énormément ramassé au box-office avec un film qui s'appelle G-Force. Alors pas hyper connu en France, mais c'est un film avec des hamsters espions en CGI. Putain, j'ai trop envie de le mater, ce truc. Et donc, bah voilà, c'est un des premiers échecs très cuisants pour Jerry Bruckheimer, et ça continuera avec d'autres films dont nous allons parler d'ailleurs plus tard dans ce podcast. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Qui mettront finalement fin à son contrat avec Disney quelques années plus tard. Donc c'est quand même un petit peu triste. Il a été quand même étrillé par la critique. Est-ce que ce film mérite le peu de succès qu'il a eu au box-office ? Même s'il a marché en France, pour info. En ayant revu le film là pour préparer ce podcast, je pense que les critiques sont quand même plus ou moins méritées parce que il n'est pas vraiment incroyable. Déjà, il y a un petit problème de casting puisque ce sont des acteurs 100% blancs qui ont été castés pour jouer des personnages qui sont censés vivre en Perse. Donc au Moyen-Orient, ce qui est un petit peu problématique, surtout que par exemple on a Gemma Arterton qui habituellement est blanche comme un cachet d'aspirine, qui là dans le film est littéralement orange en plus. Je pense que c'est une combinaison du maquillage et de la photographie du film qui est assez dégueulasse, soit dit en passant. C'est vraiment très dérangeant par moment. Ouais, qui fait que on a limite l'impression qu'elle a une brown face quoi. Donc en fait on a l'impression qu'elle gênant. sort de John Carter. Vas-y, je balance Exactement. des transitions. Ouais. Non, vas-y, continue. Allez, on va parler de John Carter. Et puis effectivement, il y a des problèmes en fait qui sont inhérents au fait que c'est une adaptation de jeu vidéo et que je pense qu'ils ont voulu trop coller aux jeux vidéo, mais en même temps ils s'en sont éloignés un petit peu. Du coup, les fans n'étaient pas contents et les non-fans trouvaient ça moyen, parce qu'en fait il y a pas mal de scènes d'action, notamment où on a juste l'impression de voir genre un pote jouer à Prince of Persia, et c'est parfois assez frustrant. De la même manière, en fait, la mécanique du remonter dans le temps est pas hyper bien exploitée dans le film, C'est hyper alors nul. que en jeu, j'imagine que ça fonctionne plutôt c'est bien. carrément un élément du gameplay, c'est-à-dire que tu reviens quand tu loupes un saut d'une plateforme à une autre, tu peux revenir quelques instants auparavant, comme ça tu peux retenter ton saut sans avoir cet espace de difficulté où le game over assuré quoi. Donc ça donnait une espèce de dynamique au jeu. Moi, pour y avoir joué même plus d'une fois d'ailleurs à ce premier numéro de Prince of Persia par la reprise d'Ubisoft, c'était vraiment hyper cool comme jeu quoi. Mais d'ailleurs, le créateur de la franchise Prince of Persia, donc qui a bossé sur l'histoire du film, a avoué dans une interview de cette année qu'il avait bien conscience qu'il y avait des mécaniques du jeu qui n'avaient pas du tout fonctionné dans le film et qu'en fait il y avait des restrictions techniques liées au jeu, comme par exemple le fait qu'il y ait très peu de personnages en arrière-plan, qu'il n'y ait pas de foule, etc. Parce que techniquement dans le jeu vidéo c'était juste trop compliqué à refaire. Mais du coup, dans le film, eh bien, forcément, Disney voulait des batailles épiques, des figurants dans tous les sens, et du coup, ça dénature un petit peu l'esprit de la franchise Prince of Persia pour ce passage sur grand écran. Et ça en fait quelque chose d'un petit peu bancal. Donc ouais, je pense que franchement la mauvaise critique est quand même méritée. Enfin là à revoir. C'est chiant en fait, c'est pénible. C'est même pas divertissant en fait, parce que autant les critiques disaient que le film était pas incroyable, mais que quand même il y avait un côté un petit peu blockbuster popcorn qui pourrait être sympa, mais franchement avec le temps le film ne résiste pas autant quoi, et franchement ça reste chiant. Il y a des blagues un peu nulles, il y a beaucoup d'expositions, beaucoup d'explications, enfin rien que dans la bande-annonce qu'on a entendue, je sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'explications qu'il y a sur comment ça fonctionne les sables du temps. Dites-vous que dans le film c'est comme ça, et qu'ils passent leur temps à faire des allers-retours, et qu'il y a du lore qui débarque à chaque scène et qui ne fait que nous embrouiller. C'est très maladroit, c'est très décousu. Je pense que il y a un moment où en le revoyant, je me disais mais en fait l'idée des sables du temps, tu peux facilement la traduire en concept simplement de voyage dans le temps. Je veux dire, c'est pas un concept qui est totalement étranger au cinéma, et t'aurais pu en faire un truc un peu fun, pas forcément dans des twists à répétition, mais juste effectivement à l'image de ce qu'a fait par exemple Edge of Tomorrow,
où du coup le personnage, c'est pas techniquement du voyage dans le temps au sens s'il y a un sens traditionnel, mais au sens traditionnel où on l'entend, mais où si le personnage il échoue, il va tenter autrement en fait. Et là dans le film, il l'utilise à un moment dans les 30 dernières minutes à répétition, sans jamais vraiment comprendre comment ça peut affecter les différents persos. Je pense notamment au fait qu'à un moment le personnage, je pense qu'on peut spoiler, il y a prescription, se tue pour montrer à son frère un truc. Mais il sait que son frère va appuyer sur la dague et juste après avoir ramené le héros à la vie, son frère se fait tuer et donc du coup tu viens de voir qu'en fait on peut ressusciter les gens grâce à la dague, mais le mec revient jamais à la vie jusqu'à un moment où il revient en fait à la vie parce que il y a un jump qui est pas vraiment expliqué d'ailleurs sur la fin du film où au final tu reviens au début du film et en fait, c'est super confus, alors que limite tout le concept du film aurait dû être articulé comme le jeu était articulé autour de cet élément de gameplay. Tout le film aurait pu être articulé autour des sables du temps. Mais si je me souviens bien, ils interviennent même assez tard en fait dans le film. Il y a une demi-heure de chamaillerie entre Jake et Gemma en mode ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire l'un de l'autre. Et à un moment, il fait au fait, nous les prêtresses, on garde la dague et dedans on met du sang du sable. Ouais, enfin bref, ça y est, je m'embrouille, mais Ouais, d'ailleurs, le personnage de Gemma Arterton est absolument insupportable. C'est le seul et unique personnage féminin de tout le film. Et c'est le cliché de la princesse qui est totalement imblairable. Elle est vraiment imblairable. Ouais. Elle est pas juste mal écrite, c'est genre vraiment, t'as vraiment envie de lui coller des baffes, tu vois. Ils sont bloqués dans le désert, elle va aller dans l'autre direction. Enfin, c'est vraiment les clichés c'est là quand tu rappelais que le réalisateur, il a 60 piges, t'as un peu l'impression de voir un espèce d'humour à la Princess Bride, tu vois, mais genre, c'est pas, du coup c'est daté quoi. Enfin, ça marche pas dans ce contexte. Bah moi je dois vous avouer, vous m'entendez pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est parce que c'est le seul film des 4 dont on va parler que j'ai jamais regardé, notamment parce qu'il m'inspirait pas du tout à l'époque et qu'après il m'a pas du tout inspiré pour le rattraper. Et j'en ai vu quelques bribes l'année dernière, je crois, il a dû passer aux alentours de Noël en fait. Et tout ce que j'en ai vu, c'est une catastrophe. Hein. Excellent film de Noël. Que ce soit dans les explications, enfin déjà dans les décors, je trouve que la dague, on dirait un jouet en plastique. Ouais, un peu. Ouais. Même à Noël. C'est marrant, j'ai fait cette réflexion à Constance quand on regardait, j'ai dit putain mais c'est quand même le MacGuffin du film et c'est la prop la moins réussie de tout le film quoi. Genre elle est vraiment grossière quoi. Mais même l'idée d'appuyer sur un bouton, c'est complètement con. Hein. Ouais, le rubis bouton, non mais sérieusement, ça fait vraiment jouet que tu peux avoir justement à Noël. Ils se sont peut-être dit qu'ils en vendraient plus comme ça, mais qui veut ça quoi? Je veux dire, quel enfant il pense avoir inspiré avec ça? Je ne sais pas. Mais ouais, ça avait l'air catastrophique quand même. J'étais quasiment étonné que David le mette dans cette. Oh, je l'ai pas mis. Dans ce podcast. C'est pas moi qui l'ai choisi. Parce que les autres ont une capacité à être réhabilités, tu vois. Là, je comprends le manque de succès. Et j'ai d'autant plus mal que moi, le film dont je vais parler, vous savez déjà ce que c'est. Il a fait 100 millions de moins au box-office. Alors là, j'ai envie de mourir quand j'apprends que celui-là a fait 320 millions, quoi. Je me dis mais d'où ça sort? Je pense qu'il y a déjà eu plus de marketing. Après il y avait peut-être aussi en fait j'ai l'impression que tous les ans ou tous les 2 ans on a ce gros film basé sur une licence de jeux vidéo qui veut se faire un peu tu vois plus gros que le bœuf en mode ça y est c'est le nouveau cool, c'est les adaptations de jeux vidéo. À part peut-être Détective Pikachu cette année et encore on pourrait facilement argumenter autour du fait que c'est pas vraiment une adaptation du jeu vidéo Pokémon mais plus de l'univers Pokémon en lui-même, une transposition dans l'autre monde. Personne n'a jamais vraiment réussi à faire ça. Et ce qui est assez marrant, dis-moi si je me trompe Phobos, mais c'est le film où au final au départ Ubisoft voulait le faire eux-mêmes et c'est en travaillant avec Disney ils se sont dit on va toucher plus de gens et tout, et c'est vrai qu'il y avait moi je l'ai vu aussi le jour de la sortie ce film, donc j'étais au milieu des putains de Vosges et c'était le film qu'il fallait aller voir quoi. Donc je pense que il y avait vraiment un rouleau compresseur marketing qui s'était mis en place, et je me souviens que derrière Ubisoft a répété pendant des années on fera plus jamais de film avec un autre studio, on louera plus notre licence, on fera en sorte d'être producteur sur notre propre truc. Ce qu'ils ont fait avec Assassin's Creed et la Fox, et ça a pas mieux marché, tu vois. C'est limite en plus des problèmes aussi quasiment similaires en fait. Si je me souviens bien d'Assassin's Creed que malheureusement j'ai vu 2 fois au cinéma. C'est une histoire pour un autre podcast, mais c'était la même chose, c'est-à-dire le concept de l'animus et tout ça, c'était hyper mal traité. Genre, t'arrivais pas à comprendre quand est-ce qu'il l'utilisait, pourquoi il l'utilisait, quand est-ce que c'était dans le passé, pourquoi t'étais dans le présent d'un coup. Et c'est un peu la même chose avec les Sables du Temps. Et c'est assez rigolo de se dire que maintenant le prochain film adapté d'une licence Ubisoft, c'est le The Division qui arrivera sur Netflix avec
ce bon Jake aussi. Donc je sais pas si je sais pas s'il y a un trend qui est né, mais enfin moi je trouve ça super ironique que ce soit le film, tu vois, qui est fait dire aux gens du jeu vidéo faut absolument qu'on travaille de notre côté, alors qu'au final depuis on n'a pas un seul exemple qui fonctionne mieux que ça, quoi. Enfin, peu d'exemples. Ouais, il y a une espèce de malédiction autour des films de jeux vidéo, parce que même avant la sortie de Prince of Persia, tu avais du Doom, Super Mario Bros, Street Fighter, enfin tout avait floppé. D'ailleurs, à l'époque, Prince of Persia était l'adaptation de films de jeux vidéo, l'adaptation de jeux vidéo, en film, avec le plus gros budget ever. Et du coup, j'imagine qu'on a aussi beaucoup parlé pour ça, sachant que l'équipe marketing de Disney avait mis en place une stratégie qu'ils appellent une stratégie de la domination, c'est-à-dire qu'effectivement ils s'arrangent pour dominer absolument tout le paysage médiatique, et que quand on allait au cinéma il y avait des affiches Prince of Persia partout, sur les bornes, sur les machins. Il y a des PLV et tout, moi je me souviens, hein. C'était vraiment un truc de ouf. Ah ouais, non mais ils avaient mis le budget, quoi. D'ailleurs pour moi c'est Jake Gyllenhaal, ça a toujours été Prince of Persia à cause de ça. Moi, je connaissais pas cet acteur quand il est arrivé. Jake Gyllenhaal, moi j'ai vu, c'est au début de sa carrière qu'il a fait ce film. Il est T'as pas vu Donnie Darko? Ouais, non, mais c'est bien après. Hein. Ouais, mais enfin, Donnie Darko, c'est bien avant. Il était encore ado. Ouais, voilà, c'est ça. C'est limite son film où il est encore, j'ai envie de dire, un peu enfant acteur, tu vois. Genre, c'est pas forcément, oui, il y a Donnie Darko, mais je veux dire, j'avais jamais fait le lien. Puis d'ailleurs, j'ai vu sans doute Donnie Darko bien après Prince of Persia, ou après Prince of Persia. Et Jared, c'est pas avant aussi? Jared, je crois que c'est juste avant. C'est 2005. Mais justement, c'était une critique qui revenait souvent en fait sur le fait que le lead du film était pas assez connu, était pas assez bon, et qu'en fait à l'époque ils ont galéré à trouver quelqu'un à caster en lead sur Prince of Persia. Alors qu'aujourd'hui ils mettraient juste Dwayne Johnson avec des cheveux. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y avait quand même une critique récurrente, c'est qu'il était trop musclé aussi pour le film. Ça me fait marrer. Méga musclé ça me fait marrer parce qu'aujourd'hui les mecs sont tous ultra caisse, même Ant-Man, il a un 8-pack et tout, tu vois. Alors que techniquement il a pas forcément être fort. Mais là tu vois, ce qui est très marrant aussi, autre truc des costumes qui va pas du tout, tu sais, on est sur les micro détails. Le mec est super carafe, il a des biceps énormes et il est tout littéralement pas ensanglanté au sens plein de sang, mais il y a des sangles partout autour de son biceps. Le mec flex en permanence, ça doit lui faire des garrots terribles. J'avais trop mal pour lui. Jack, si tu vas bien, cligne 2 fois les yeux dans ta prochaine interview. Mais d'ailleurs, dans une des dernières interviews, vu qu'il a retravaillé pour Disney, donc pour Spider-Man, il a dit qu'il regrettait ce film et qu'il considérait qu'il n'était pas l'acteur adapté pour ce genre de film, et il disait que... Mais on aurait mis qui en fait? Enfin, je sais pas ce qu'ils auraient pris après. De toute façon, quand tu vois ce qu'ils ont pris pour John Carter... Ouais, reste tranquille avec Taylor Kitsch, d'accord? De toute façon, c'est moi qui vais en parler, donc je vais pouvoir le défoncer, mais d'ailleurs même pas tant que ça. C'est pas lui le problème du film. Mais non, Jack Gyllenhaal, il disait qu'il se sentait pas adapté à ce film et que c'était plus ou moins une erreur de carrière, quoi. Désolé, je lis les fiches de Constance et c'est marqué blague de Zizi, en gros. Et du coup, ça me fait marrer. Oui, c'est mes notes sur le film, c'est pour donner une idée du niveau de l'humour. Les 2 dernières lignes, c'est blague de Zizi et Ben Kingsley qui se fait chier. Et c'est vrai que plus on avance dans le film, vous savez, et à la fin, il est en total roue libre, quoi. J'ai vu Hobbs & Shaw il y a 3 jours, donc les blagues de Zizi dans les blockbusters, je commence à connaître. Ah ouais, mais Hobbs & Shaw à côté, c'est le César de la blague de Zizi, tu vois, vraiment. Ah oui, un truc assez problématique dans le film aussi, c'est que le personnage de Marterton, donc non seulement il est insupportable, mais en plus c'est un peu la victime de tous les clichés possibles et imaginables, et je pense que il la menace de viol à peu près 4 ou 5 fois au fur et à mesure du film. Ce qui fait toujours très plaisir, hein, et qui a totalement sa place dans un blockbuster familial. Fond. Mais là, ils te diront, c'est parce que c'est d'époque. Ah, c'est ça, ouais. En Perse, c'était comme ça qu'on traitait les femmes. En Perse, So White, hein, par contre. Hein. Ouais, Perse So White, ouais. Mais j'ai envie de dire Mars So White as well. Hein. À quoi, c'est pas pareil? Oh merde. Eh bah tiens, on va parler d'ailleurs de John Carter. Allez, je balance. Parlons de John Carter. L'extrait de la bande-annonce. Attention, ça va être rapide. Tu es John Carter, le terrien? Lui-même. Lourd. Pauvre VF.
Hyper lourd. C'est tout ce que je trouvais de potable à récupérer sur la bande-annonce. Ok. Ah merde. Mais moi, ce que j'aime avec Actioner, c'est cette redécouverte des bandes annonces françaises. Et vraiment, ça me fait à chaque fois un petit peu d'émotion, parce que je me souviens les avoir vus dans des cinémas tout aussi français, tout aussi VF. Donc allez, je vais parler donc de John Carter. Donc qu'est-ce que c'est donc à part le flop retentissant de Disney? Il a poussé vers la sortie le président de l'époque, qui était Rich Ross. Donc c'est tout d'abord, avant d'être donc ce film, avant d'être ce bid pour Disney, c'est tout d'abord donc un Planet Opera écrit par Edgar Rice Burroughs, qui est l'auteur qui a déjà été adapté une multiple fois via son personnage emblématique qui est Tarzan. Le livre donc dont est tiré donc ce film s'appelle Princess of Mars, et c'est sans doute l'une des œuvres les plus séminales de la science-fiction. Ça a influencé Ray Bradbury, les Brackett, Isaac Asimov. Ça a influencé la création de Superman. Ça a influencé Star Wars. Donc, je vais revenir donc sur l'histoire. Donc, l'histoire, elle met en scène donc un soldat confédéré qui se retrouve accidentellement sur Mars. Ça arrive. Donc là-bas, ouais. En plus, il passe par une grotte et Oh, il est merde. sur Mars. Pas de bol, quoi. Donc là-bas, donc il est témoin d'une guerre qui oppose donc plusieurs factions pour le contrôle de la planète. Donc il se retrouve bien malgré lui à prêter main forte à la princesse de Mars, dont le titre est tiré. Et donc voilà, donc ça c'est le film. Alors c'est un film à grand spectacle. C'est aussi donc le cœur de l'histoire. C'est quelque chose qui a beaucoup hanté donc le Hollywood. C'est-à-dire que il a été souvent projeté d'être adapté. Dans les années 80, McTiernan devait l'adapter. Tom Cruise devait être le rôle titre. Ensuite, Ça aurait été lourd. ouais, d'ailleurs, il a refusé parce que il trouvait que la technologie de l'époque pour les effets spéciaux était pas assez intéressant pour pouvoir porter son regard à l'écran. Donc porter son projet à l'écran. Sa Donc vision. après, il y a eu Robert Zemeckis et il a dit non parce qu'il trouvait que ça allait trop faire du Star Wars. Après, il y a eu Robert Rodriguez, mais lui, il a été viré du projet. Ensuite, il y a eu John Robert. Favreau. Et ensuite, donc, il y a eu Andrew Stanton. Et d'ailleurs, Mhm. t'avais écrit un super article sur Sci Fantasy, d'ailleurs, je l'ai récupéré, je l'ai relu, où tu parlais d'ailleurs de la genèse de John Carter. C'est vrai? C'était quoi l'article? J'en ai vraiment aucun souvenir, sincèrement. Sur les différents projets, tu veux dire, d'adaptation? Ouais, je pense que c'était plus Hollywood ou quelque chose comme ça, ouais. Ah ouais, peut-être, ok. Mais je le mettrai de toute façon en lien sur le site. Comme ça, Avec si plaisir. les gens veulent le relire, ils peuvent le lire. Donc là, donc le projet échoua donc à Andrew Stanton. Andrew Stanton, ceux qui sont amateurs de Disney le connaissent. C'est le réalisateur donc à succès et oscarisé de Wall-E et du Monde de Nemo. Et donc là, c'est son premier projet en tant que réalisateur de films live. Et évidemment, le passage entre le film live et le film d'animation, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ce qui a sans doute grévé sérieusement les finances, parce que il a quand même fait retourner quasiment la moitié du film en reshoot. Donc c'est grâce à lui que le budget a explosé. Mais alors, du coup, c'est que ça a toujours été lui le réal. Donc, en fait, il s'est lui-même reshoot, en fait. Enfin, j'ai du mal à voir. Ouais, il a fait ses propres shoots. Il a fait retourner beaucoup des scènes qu'il trouvait pas assez parfaites à ses yeux. Il a été complètement un contrôle fric sur son projet. Mais ce qui paraît un peu, enfin, j'allais dire anachronique, c'est pas le terme, mais par rapport à ce qu'on sait maintenant de Disney, de comment ils contrôlent justement leur réal, ça paraît complètement fou, en fait. Ouais, mais alors je pense que il devait le succès des films Pixar lui ont sans doute ouvert, et d'ailleurs il le dit lui-même dans une interview, que c'est sans doute l'afflux d'argent qui l'ont sans doute un peu perdu dans son désir de faire un film parfait à ses yeux. Et quand on le regarde, je veux dire, purement visuellement, c'est-à-dire que sa plus grande réussite, je pense que c'est les CGI. C'est après on peut questionner la direction artistique. Le costume, il est quand même assez immonde de John Carter, et même celui de la Princesse de Mars est assez pas terrible.
Mais sinon, enfin, les créatures sont complètement géniales. L'univers, c'est vraiment beau visuellement. Il y a le storytelling d'un point de vue visuel et dans mes souvenirs, on l'avait revu il y a quelques années avec Constance justement. Je sais plus pourquoi, mais je me souvenais qu'il y avait vraiment des scènes qui étaient super bien conçues et au crédit de Stanton, justement, c'est souvent les réalisateurs d'animation qui arrivent vraiment à faire passer beaucoup de choses sans dialogue, sans avoir besoin d'exposition, ce genre de trucs. Il y a des scènes qui claquent, mais ce qu'il y a entre et ce qui tient du narratif, pas du visuel, c'est là où ça pêche vraiment, dans mes souvenirs en tout cas. Et ouais, non, mais en termes de scénario, enfin, par exemple, la première scène, donc, McNulty, donc, l'acteur de The Wire, se retrouve avec une arme grillagée. Bon, le choix du design n'est pas terrible, mais tu vois, donc, il y a une espèce d'entité un peu divine qui lui tendent l'arme, le gars récupère l'arme, et tire sur ceux qui lui ont donné, tu vois. Il y a pas de logique, c'est complètement con. Tu vois pas comment le lien de cause à effet est complètement con. Et donc il y a plein en termes au niveau de l'enchaînement des événements, c'est un peu limite quoi. Moi, il y a un truc qui m'avait choqué quand j'ai vu le film au ciné aussi à sa sortie et je l'ai revu plusieurs fois ensuite et j'ai jamais réussi avant la fois que j'ai mentionné aux côtés de Phobos et je crois même que là encore on l'avait dû regarder en 2 fois. Il y a un truc que je comprends toujours pas avec ce film, c'est John Carter, basé sur John Carter of Mars et je crois qu'on arrive sur Mars, il y a déjà 40 minutes de film ou 30 minutes de film. C'est hyper long. C'est très long à démarrer. Et en plus, si t'es pas forcément... Enfin, la partie western du film, elle est pas beaucoup plus intéressante et elle apporte pas grand chose sur le reste du film. Et j'ai toujours pas compris encore aujourd'hui pourquoi ils avaient pas catapulté Taylor Kitsch plus directement ou qu'ils avaient, je sais pas, ils auraient peut-être pu utiliser des flashbacks de la guerre civile américaine ou des choses comme ça pour renforcer un petit peu l'identité du perso. Parce que le côté linéaire et le fait que tu commences sur Terre alors que si tu regardes encore l'affiche, c'est lui face aux 2 gros singes blancs. Mais tu finis sur Terre aussi, il y a une certaine logique dans cette histoire. Ouais, mais est-ce que c'est ça que tu veux voir? Enfin, j'ai que des vagues souvenirs de mes lectures de John Carter, mais pour moi, c'était vraiment un truc, pour le coup, très fantastique au sens presque Seigneur des Anneaux, tu vois, où t'as envie d'être sur Mars et de tout savoir de cette société-là, et au final, la Terre... c'est pas l'élément qui t'inspire le plus, c'est l'exotisme de Mars qui te ramène à cette œuvre à mon sens et qui explique pourquoi elle est peut-être matricielle et si importante pour bien des gens. Mais je sais pas, peut-être après je l'ai lu très des dizaines et des dizaines d'années après sa première sortie, donc je le vois forcément par un autre prisme. Mais parce qu'aussi le film était pas vu comme un film unique, il devait y avoir des suites, et ce premier-là était censé t'expliquer pourquoi il se retrouvait coupé de Mars à la fin, et il allait vouloir y revenir, donc il y a un rattachement à la Terre assez important dans le film. Mais je pense que c'est en effet le plus gros problème du film, pour moi, c'est son rythme. C'est un film qui ferait facilement une demi-heure de moins, il s'en tirerait carrément mieux, une demi-heure, 3/4 d'heure même. Là où et dans la façon dont il a été vendu, je me souviens qu'à l'époque on devait le traiter sur Comics Blog, je crois, et de mémoire on n'était pas tendre avec le film pendant sa promo, parce que je trouve que la promo était assez catastrophique sur ce que ça montrait en fait, sur les éléments sur lesquels ça insistait. Et je me souviens que je l'ai revu il y a quelques mois avec Elodie, il est passé à la télé. Et on est tombé dessus et je l'ai laissé parce que elle avait l'air de trouver ça nul dès le départ, tu vois. Et je me suis dit attends de voir. Et au final, tu vois, quand tu rentres dans le film, quand tu découvres sa mythologie, ses personnages et l'histoire, je trouve que c'est assez solide et que ça mériterait vachement d'être beaucoup plus exploré. Ouais, mais moi je sais c'est frustrant. J'étais très surpris au ciné et très déçu qu'au final cet univers soit abandonné et soit traité comme ça, quoi. Bah même la guerre civile de Mars et tout ça, c'est pas super intéressant. Toutes les créatures. Mais surtout la mythologie je crois que ça s'appelle les Ternes, un truc comme ça, les dieux de Mars du coup, avec Mark Strong qui en est l'avatar au sein du film. Je trouve qu'il y a une mythologie sur Mars et sur même le lien entre les planètes qui est assez intéressant. Et moi ça m'a bien chauffé. Alors je sais que du coup il me suffirait de lire les romans. C'est juste une question. Planète de temps. Opéra. J'ai tout Asimov à lire déjà, donc je suis pas rendu à John Carter. Mais ouais, je trouve qu'il est beaucoup moins bête qu'on pourrait le croire de prime abord. Il aborde des thématiques intéressantes.
Ne serait-ce que le traitement de Deja Torres par rapport à ce qu'elle est censée être et au final ce qu'elle devient, quoi. Et ouais, moi j'étais, tu vois, on va tout à l'heure débattre des films à réhabiliter. J'aurais du mal entre le mien parce que le mien, je l'ai pas déshabilité déjà, donc j'ai pas besoin de le réhabiliter. Mais pour moi, John Carter, il mériterait d'avoir un nouveau regard, tu vois. Et ouais, il a craqué parce que, à mon avis, Disney l'a laissé un peu trop dans son coin et a pas voulu en faire ce que le film aurait pu être. Ouais, moi je réhabiliterais pas tant que ça, tu vois. Il y en a un autre peut-être que je mettrais devant. Mais et c'est pas Prince of Persia. Oh Et, la déception est totale. Non, mais ce film en termes juste de scénario, donc la première scène, donc c'est déjà la scène où tu comprends pas pourquoi donc le méchant, il fait un truc de méchant, c'est complètement stupide, tu vois. En termes de caractérisation, tu prends les gens pour des teubés dès le départ. Et juste après, donc tu vois donc John Carter, donc il est suivi donc dans la ville, donc dans ce monde western. Et donc il se dérobe à son poursuivant en se plaquant contre une fille et en faisant semblant de l'embrasser, tu vois. Et donc on le voit donc face à cette fille et donc il se retire, donc il est de dos et donc tu vois la fille sourire, quoi. Bon, super, quoi. Culture du viol. Bien ouais. Merci Disney. Merci Disney. Donc voilà, donc mais après c'est dans l'ensemble c'est un bon divertissement et c'est vrai que en le regardant comme ça et en regardant tous les détails, tu te dis franchement ce film il a coûté 250 millions de dollars en comparaison, hein, pour ceux qui veulent savoir, hein, Avatar qui est sorti quelques années plus tôt, il a coûté juste 240, donc ouais, et puis par moment, tu sais pas trop où est le fric, en fait. Je veux pas être méchant, mais on sait que Mars est une planète désertique, mais ils sont toujours, tu sais, sur des espèces de vaisseaux absolument fantastiques et tout, mais le film est de mémoire bourré de scènes, d'un truc vraiment très western, un peu ouais, dans des grands espaces façon Mad ouais, Max, voilà, des c'est ça. choses comme ça, c'est très aérien dans le sens un peu ouais, voilà, il y a pas forcément beaucoup de texture et de densité, quoi. Ouais, non, mais complètement. C'est selon moi un des points communs des 4 films dont on traite. Exact. C'est qu'ils ont des budgets extravagants par rapport à ce qu'ils représentent à l'écran. Ah, je vais défendre mon budget. Je sais pas, hein. Tu sais, Prince of Persia, quand même, t'as de la prod, hein. T'as des gros décors, t'as plein de costumes, t'as énormément de figurants. Je pense que la thune, tu vois quand même où est-ce qu'ils l'ont passé, hein. Ça veut pas dire que l'histoire est bien, mais en tout cas, en termes de production value, c'est pas si dégueu que ça. Après, il y a aussi des films qui sont de près ou loin influencés par l'école Bruckheimer, où le mec, ses budgets, ils sont monstrueux. Enfin, tu vois, même encore aujourd'hui, où t'as des films comme, je sais pas, par exemple Man of Steel ou Batman v Superman qui ont eu l'équivalent. Là, pour le coup, tu les vois pas parce que c'est que du numérique. Alors qu'à l'époque, Pirates des Caraïbes, le gars, il fait construire des bateaux. Spoiler alert, mon film c'est Lone Ranger, ils ont construit des locomotives en vrai. Enfin, tu vois, c'est genre des trucs qui paraissent presque plus possibles de nos jours, quoi. L'argent est très vite aspiré, en somme. Mais au final, visuellement, il reste beau, hein. Ouais, le film il reste visuellement pas dégueulasse, hein. Là, je suis devant des screens et tout, mais même le casting est quand même plutôt pas mal senti. Je trouvais ça marrant. Il me semblait que du coup c'était le cas, mais je viens de confirmer. Du coup, il y a Sharon Innes et James Purfoy qui jouaient Marc-Antoine et César dans Rome. Ouais. Non, mais ils ont pris des acteurs d'HBO, tu vois. Il y a McNulty. Ouais, c'était vraiment, le premier. C'était vraiment la première. Comment on appelle ça, le phénomène, tu sais, où t'as 3-4 acteurs de Game of Thrones pour juste ramener une sorte de vibe un peu, tu vois, genre médiéval dans certains films. Là, tu retrouves un peu la même chose. Après, c'est que des acteurs de second rôle, quoi. Taylor Kitsch, il se débat. Je pense que le scénario l'aide pas, quoi. C'est pareil pour celle qui joue donc la princesse de Mars. C'est quand même, ils ont un peu de mal, tu vois. Ça, il y a quelque chose qui clique pas. C'est sympathique, mais ça va pas plus loin, quoi. Et mon cher David, j'ai une question pour toi. Il me semble me souvenir que dans le film, on voit Edgar Rice Burroughs. Yes. Ouais. Donc, ouais, c'est celui qui enquête sur sa mort. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est un parallèle type comme par exemple on pouvait, Conan prétendument venait parler à son auteur ou quelque chose dans ce genre-là? Non, là c'est un personnage qui est donc le légataire testamentaire de John Carter et donc je pense que s'ils avaient fait une suite, il aurait été plus important dans le scénario, mais après il est là pour le film en tant que tel, il est juste anecdotique, quoi. C'est juste un gars qui est là
et qui est témoin donc Mais pourquoi lui, en fait, John c'est Carter. super étrange. En fait, c'est lui qui lit l'histoire, parce que l'histoire est racontée par John Carter, qu'on pense mort en début de film, et on découvre à la fin que non, en fait, il est dans un truc, dans son cercueil, mais c'est un lieu de téléportation entre Mars et la Terre. Et c'est suggéré en fin de film qu'au final, c'est les aventures de John Carter qui l'inspirent pour écrire ensuite John Carter. D'accord, mais je vois pas je pas déteste beaucoup cette plus loin espèce de méta entre guillemets à l'ancienne où en fait genre ouais c'est pour ça que il y a aussi un peu de ça dans Lone Ranger dont on parlera tout à l'heure de l'espèce de révérence aux tout première version de Lone Ranger et je comprends pas en fait ce que ça vient foutre dans un truc qui est censé être un reboot un peu plus moderne / ambitieux quoi. Enfin bref, pardon pour cet aparté. Non, mais je pense que tu touches du doigt l'un des problèmes, c'est que c'est vraiment écrit un peu vieux jeu, quoi. Et je pense qu'ils ont voulu, je crois, pour le remake de Robert Rodriguez, ils voulaient en faire un truc moderne et tout, et puis ils se sont rendus compte que... Non, mais il y aurait gravu des Mexicaines à poil la moitié du film, ça c'est sûr, et il aurait bouffé des nachos, ça aurait été un truc cyberpunk à la race, c'est sûr. C'est machete, quoi. Non, mais... c'est ça. Donc il fallait justifier qu'il sache... manier une épée. Évidemment, un gars qui a manié que des flingues, il serait dans l'incapacité de manier une épée. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont gardé dans le western. Mais c'est vrai que dans le récit, ça sert pas à grand chose, quoi. Et après, ils ont eu des problèmes aussi, donc pour qualifier le film. Tout à l'heure, tu disais le côté western, on comprend pas, ça aurait pu être coupé. Et même dans les bandes annonces, ça apparaît pas parce que ça n'apparaît pas. Mais c'est pour ça que quand tu vas voir le film pour la première fois ou que t'as oublié le film et que tu le remates et que tu te tapes 30 minutes de trucs sur la guerre civile américaine, tu fais genre pourquoi il y a ça en fait. Genre je trouve ça super intéressant ce que ça raconte. Je suis pas contre la présence du western dans le film. Alors, c'est quand même assez, je vous trouve super dur avec ce film, j'ai l'impression d'être celui qui... Putain, mais mec, faut que tu remates les 30 premières minutes, c'est chiant comme la mort, quoi. Ça s'appelle John Carter of Mars. Mais au final, son histoire, c'est que lui, c'est un ancien officier sudiste. Et au début du film, il y a un nordiste qui veut, un ex-officier nordiste qui veut le recruter pour aller taper des Indiens. Et après, il se retrouve sur une planète où il y a des peuples oppressés par d'autres mais peuples. Le parallèle est assez le vite parallèle fait, il est vite fait, mais il est articulé à la Disney un peu par-dessus la jambe. Faudrait pas que ça soit un peu trop politique, tu vois. Donc au final c'est un mec du sud, mais je veux dire si t'as pas une connaissance par exemple pour tout ce qui n'est pas le marché américain, je pense que ça n'a pas vraiment tant de valeur que ça, tu vois, de voir ça au début du film. Peut-être que eux, j'ose espérer qu'ils s'en souviennent de la différence entre les confédérés et le reste. Mais en fait, je pense que ça pourrait être vachement mieux articulé. Et quand tu parlais, David, de McTiernan ou d'un Tom Cruise, tu vois, et d'en faire un truc un peu plus adulte. En fait, c'est là où j'ai du mal à comprendre tous ces films de Disney, et je pense qu'ils ont ça en commun, en tout cas John Carter, Lone Ranger et Prince of Persia, c'est que t'as un côté à la fois moderne, vieux jeu, et limite méta déjà par moment, alors que ce serait sans doute des films un peu mieux s'ils faisaient un choix, quoi. Parce que un autre film d'aventure un peu con que j'ai rematé il y a pas longtemps, c'est genre Le Roi Scorpion. Ça se prend jamais pour autre chose que, tu vois, et ça va jamais dans des complexités imblairables de Prince of Persia, tu vois. Et pourtant ça passe beaucoup mieux. Alors que c'est pas un film extraordinaire non plus, tu vois. Mais ça se regarde. Là, c'est des films qui ont 250 millions de budget et c'est pénible à regarder, et c'est cette espèce d'indécence entre les deux qui, moi, me perturbe. Ouais, mais après, c'était aussi dans la mode Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes a aussi un peu ce problème-là, donc sauf que... Ouais, mais c'est entre guillemets, même si c'est basé sur une attraction, et je laisserai à Phobos, qui est à Phobos, et le soin de défendre Pirates des Caraïbes, mais je pense il y avait l'invention d'une mythologie qui se faisait un peu librement, tu vois. Et moi, je me souviens que même à l'époque, quand je voyais l'épisode 3 et que d'un coup, c'était Kraken, démon de la mer et tout le tralala, j'étais en mode, mais putain, les gars sont vraiment partis en couille. Mais au final, aujourd'hui, quand tu le remates, tu fais, bah ouais, il y avait des zombies dans le premier, donc pourquoi pas, tu vois, enfin, et des créatures sous-marines qui avaient, slash mi-humain, mi-requin, mi-corail. Enfin, aujourd'hui, quand tu le remates avec un peu de recul et que t'es au courant de ce que c'est Pirates des Caraïbes, ça paraît hyper logique et c'est développé de manière jusqu'en tout cas au 4 et au 5 qui sont horribles, mais en tout cas la trilogie originale qui d'ailleurs un peu conçue à la Star Wars et tout fonctionne hyper bien dans ce qu'elle raconte, alors que Lone Ranger, John Carter ou Prince of Persia, c'est un film, t'as l'impression qu'il y en a 4 dedans. Et pourtant, ça raconte même pas un demi-film d'histoire. Bon, là, je suis méchant et j'exagère parce que, effectivement, comme Manu le rappelait, il y a de bonnes choses dans John Carter. Mais c'est un peu
Même si aujourd'hui Disney, via des mecs comme Bob Iger ou j'ai oublié le nouveau Alan Horn, donc qui a remplacé tu disais j'ai perdu le nom de son prédécesseur David, mais du coup ont l'air d'être vachement plus en contrôle. Ces films-là quand même préfigurent ces espèces de blockbusters complètement tarés qu'on a de nos jours sur les écrans. Dès qu'un studio essaye d'un peu de sortir d'un truc qui n'est pas casé sur le modèle Marvel Studios, ça donne des trucs complètement difformes et chelous, comme si on avait oublié comment faire des bons films d'aventure avec des gros budgets, quoi. Et je trouve que Pirates des Caraïbes, au contraire de tous nos films aujourd'hui, ont encore cette espèce de décence-là, quoi. Bon, de toute façon, Pirates des Caraïbes, on va lui accorder directement un épisode particulier, donc on aura pas de revenir. Ça j'aime. Tu vas m'obliger à regarder le dernier. Mais pas tout de suite, mais c'est prévu depuis quasiment le début d'Actionnaire, donc. Prépare-toi Manu, psychologiquement. Mais je me souviens, c'est toi qui m'avais raconté le film parce que je t'avais dit de me spoiler. Ouais. Et je me souviens d'un très gros moment à t'entendre raconter ce film. Ça a l'air exceptionnel. Je me souviens aussi. Bon, enfin bref, donc John Carter, ouais, c'est un film cool. C'est pas un grand film, c'est peut-être même pas un film à réhabiliter, mais on en reparlera peut-être après. Mais bon, voilà, c'était. Il y a quand même beaucoup de frustration pour le fan de science-fiction qui est en moi ou peut-être en Manu et bien sûr en David, mais de voir John Carter et de voir effectivement toucher à une certaine forme de mythologie et une forme en fait entre guillemets un peu à l'ancienne du space opéra ou du planet opéra, et puis de se dire qu'il y a que ce film là derrière, tu vois. C'est toujours un peu frustrant quand tu dis ouais c'était pas extraordinaire en termes de casting, d'intrigue et tout, mais l'univers avait l'air cool, j'aurais bien voulu en voir plus. Et tu sais que t'en verras pas plus jusqu'à ce que quelqu'un reboot de manière encore plus, potentiellement plus foireuse. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, les critiques ont vachement reproché que, et même le public, que ça avait un air de déjà-vu, ce John Carter. Ouais. Et je pense que il a souffert aussi de passer après Star Wars, de passer après tous ces films. Bah, John Carter apporte rien de plus, quoi. Même pas un ton. Alors, tu peux aimer l'image, et moi, c'est ce que, franchement, à la fin du film, je me suis dit, pendant tout le film, je me disais, oh putain, je me fais chier, mais ça c'est con, ça c'est nul. Et à la fin, je fais, franchement, j'ai passé un bon moment avec ce film, quoi. Donc, ouais, il souffre vraiment de ça, de cet aspect, peut-être déjà vu malgré lui, et c'est limite dommage, quoi. Après, elle est bien mieux réalisée que Prince of Persia, déjà. Ouais, mais tu vois, genre là, en revoyant les images des deux films, en fait, il y a une vibe qui est très similaire, c'est marrant, parce qu'ils ont tous les deux une photo un peu orange. Ouais. Les deux héros ont absolument la même gueule et quasiment le même costume. Orange. C'est vrai. C'est assez troublant. C'était à l'époque des bruns avec des cheveux mi-longs qui ont des costumes de péplum et qui sont dans le désert, quoi. Mais ouais, en termes de, c'est ce que je disais, ouais, en termes de choix artistiques, c'est pas des plus heureux. Et je pense que c'est aussi ce qui pêche dans ce film, quoi. Alors que les vaisseaux et tout ça, ils sont super cool, quoi. Ouais, ils sont cool, je m'en souviens. La cité aussi, elle est cool. Il y a vraiment des choses qui sont bien. Les créatures, donc à 4 bras, même le chien un peu rigolo, ils sont cool, quoi. Mais ouais, ça pêche par tous ces détails-là de déjà vu et d'un scénario qui, malheureusement, peut-être s'est enlisé soit dans sa volonté de trop en faire, soit dans le fait qu'il n'a pas su peut-être donner un souffle nouveau sur un genre qui est malheureusement... alors même si à l'époque, on n'était pas encore sur le retour de Star Wars, et d'ailleurs, Disney n'avait pas encore racheté Lucasfilm, c'est 2 ans après la sortie de John Carter. Mais t'as presque l'impression que ça préfigure quand même déjà ce rachat-là, c'est-à-dire cette volonté de tester peut-être la volonté de le public et de se rendre compte que ça marche pas sur une licence, en tout cas une identité de cinéma qui n'est pas encore implantée, quoi. Parce que même dans le choix du titre, Andrew Stanton s'est expliqué en disant qu'au préalable, ils avaient pensé à Princess of Mars. Sauf qu'ils se sont dit, ah ouais, princesse, ça va rebuter les garçons. Parce que, tu vois, il peut pas avoir un film avec un nom princesse, tu vois. Donc, ils se sont dit, non, ça sera John Carter of Mars. Mm-hmm. Et Mars, ils ont fait, ah non, les filles, elles aiment pas les films de science-fiction. Donc, on va l'appeler simplement John Carter. Et donc, c'est pour cette raison qu'il s'appelle juste John Carter, quoi.
Alors que t'aurais pu juste faire un truc un peu Star Warsien, John Carter et la princesse de Mars, et puis la suite ça s'appellerait John Carter et machin, et John Carter et truc, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais c'est super intéressant, je sais pas si on pourrait en faire tout un épisode, mais c'est comme Constance m'avait expliqué pendant un temps que Frozen s'appelait Frozen parce qu'il voulait pas justement l'appeler la Reine des Neiges comme ça l'est en français. Ouais. De la même manière, réponse en anglais c'est Tangled. Parce qu'ils veulent éviter de mettre princesse ou un nom féminin dans les titres. Ouais. Non, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Je sais pas. Va falloir y réfléchir, mais ouais. Ouais, on se balance des petites pistes comme ça. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à compléter. Ouais, carrément, rebondissez. Et est-ce qu'ils auraient pas dû caster Noah Wyle dans le rôle titre? Non. Noah Wyle qui a joué John Carter dans la série Urgence. Ça aurait été hyper méta, je pense que ça attirait du public. Peut-être à tort, mais les gens se seraient posé la question qu'est-ce qui est arrivé à John Carter? Bah, t'imagines, ça commence dans Urgence, et là le mec il rentre dans une salle je sais pas, à la morgue, il met un cadavre dans un frigo, et il se retrouve sur Mars entouré de créatures, je sais pas. Ouais, il y a un truc. Ça, c'est le reboot 2019, quoi. Le crossover de l'improbable. C'est clair. À 2 licences, ça fait forcément 2 fois plus d'argent. Ouais, allez, on va parler du rip-off de Pirates des Caraïbes. Yes. 8 hommes sont entrés dans le canyon. Seulement 7 en sont sortis. 7 tombent. Le cheval dit, tu as un esprit qui marche. Un homme passé de l'autre côté, puis revenu. Un homme qu'on ne peut pas tuer au combat. Quelque chose va pas avec ce cheval. Si on fait équipe, c'est pour la justice. Justice, c'est ce que je cherche, Kemo savait. Les gens croient que tu es mort. C'est bien que tu restes mort. Tu veux que je porte un masque? Le temps vient où l'homme juste doit porter un masque. Très bien. Alors allons-y. Allez, allons-y. Parlons de Johnny Depp l'Indien. Et c'est ça, Johnny Depp l'Indien. Je vais évacuer cette question directement. Effectivement, Johnny Depp joue un Indien, donc il est lui aussi orangisé dans ce film. Je sais pas comment on peut dire autrement que c'est pas très respectueux, d'autant qu'il y a des vrais natifs américains qui jouent des natifs américains dans le film. Après, Johnny Depp s'est souvent défendu d'avoir un arrière-grand-père ou un arrière-arrière-grand-père natif américain. Ah non, une arrière-grand-mère, pour être exact. Grand-mère ? Ouais, une exact. arrière-grand-mère qui vivait, je crois, dans le Kentucky, donc près d'une réserve, et donc elle devait peut-être avoir du sang indien, sauf qu'il l'a jamais prouvé, et donc ça a évidemment fait un tollé au moment où ils ont sorti Lone Ranger, et donc il a trouvé rien de mieux que pour la promo, ils ont dit mais il a été adopté par une tribu Apache. Ah merde, je me souvenais plus de ce truc-là, mais c'est vrai que maintenant, ça y est, je vois très bien cette histoire-là. Ouais. Bah voilà, c'était mon film, Lone Ranger, sorti en 2013. Mais pour rebondir sur le trailer, en dehors de Johnny Depp en indien déjà, est-ce qu'on peut parler à quel point ça marche pas sa voix française qui parle comme un indien? Bah ouais, mais là t'ajoutes plusieurs couches de racisme en fait, je pense. Mais effectivement, ça ne marche pas. Et c'est d'ailleurs un de mes problèmes et un de mes griefs avec ce film, The Lone Ranger ou Lone Ranger, la naissance d'un héros en français. Sorti en 2013 du coup, en août. Donc c'était le film Disney de l'été. Gros blockbuster aussi parce que très gros budget. Alors ça adapte Lone Ranger, c'est un héros américain assez vieux puisqu'il est apparu dans des émissions radio, dans des serials radio en 1933. Par la suite, il a été adapté au cinéma aussi, toujours sous forme de serials, puis sous forme de série TV, et puis de films. Jusqu'à ce reboot en 2013 qu'a récupéré Disney après que Columbia au début des années 2000, donc Columbia si je dis pas de bêtises c'est Sony, voulait faire un reboot un peu dans la veine du Masque de Zorro.
Ouais, c'est si ça. vous voyez. Donc du coup pourquoi pas. Après c'est un film qui est directement lié à Pirates des Caraïbes puisque c'est globalement la même équipe créative. Jerry Bruckheimer en producteur, Gore Verbinski à la réalisation et les deux auteurs des pirates de la trilogie Pirates des Caraïbes que sont Ted Elliott et j'ai perdu le deuxième, Terry Rossio. Voilà. Donc ces quatre bonhommes-là, plus Johnny Depp dans un rôle plus ou moins Jack Sparrow-esque, qui a pas mal énervé les gens d'ailleurs, au-delà en fait comment dire, du fait que Johnny Depp n'a pas joué un natif américain, il y a quand même une idée que dans la façon qu'il a de le jouer, il a pas non plus été cherché très très loin. En tout cas, à mon sens. Donc, bref, c'est exactement un Pirate des Caraïbes à la base, sauf que Disney, entre-temps, a pris sa veste avec John Carter, ça ira déjà bien John. Et du coup, il me semble que Lone Ranger, c'est le premier film sur lequel Alan Horn, donc le chief de Walt Disney Studios, encore à l'heure actuelle, a travaillé. Donc c'est le premier sur lequel il a dit les gars, par contre on s'est quand même bien ramassé là, donc ça serait bien qu'on fasse pas la même. Et a priori pendant un temps il y avait vraiment l'idée, et on en a des reliquats en fait dans le Lone Ranger qui est sorti sur nos écrans, que Lone Ranger soit effectivement le départ d'une franchise, bon ça vous pouvez vous en douter, mais qui était aussi vachement porté sur le fantastique. Notamment la mythologie native américaine, voire des trucs on va dire un peu plus communs, type loup-garou, vampire, etc. Je reviendrai là-dessus par la suite. Donc du coup le film, malgré ça, c'est quand même chopé un sacré budget. Parce que si je dis pas de bêtises, il a coûté entre 225 et 250 millions de dollars et il en a rapporté 260 millions. Donc vous mettez ça en moins vous mettez le marketing en moins, et vous avez une nouvelle grosse ramassade pour Disney l'année juste après John Carter. Donc là on est en 2013. Sachant qu'ils avaient déjà eu la ramassade de Prince of Persia et de l'Apprenti Sorcier la même année en 2010. Ah putain, l'Apprenti Sorcier c'est Disney? Oui, Ouais. c'est Disney, c'est aussi une prod Jerry Bruckheimer qui s'est aussi floppé de ouf. Waouh, bah écoute, Jerry, mon bon Jay. Et pourtant, Bob Iger avait dit, il avait repoussé le film et il avait coupé le budget. Ouais, ils ont coupé tous leur salaire aussi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et c'est quand même assez délirant de se dire que, enfin, du coup, je vois pas comment le film aurait eu 300 millions de budget a priori du coup. Mais après, Pirates, c'est ce que, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'ont eu Pirates des Caraïbes 2 et 3. Oui, à peu Donc, près, ouais. Pirates des Caraïbes 2 ou 3 d'ailleurs, qui a reconstruit une partie de, c'est quoi, c'est Shanghai de l'époque, entièrement en décor dans une piscine. C'est Singapour, je crois. Singapour, pardon. Oui, les décors étaient monstrueux. Enfin, t'as un peu plus de grosses têtes d'affiche et un peu plus de décors dans Pirates des Caraïbes. C'est que dans clair. Lone Ranger. Mais bon, on y vient, mon bon Manu, puisque Lone Ranger, c'est donc un western, puisque je l'ai toujours pas dit. Bon, on vous a parlé beaucoup de natifs américains, je pense que vous avez compris. Et le Lone Ranger, c'est cette espèce de vigilante, un peu réminiscent déjà de la culture du super-héros, hein, complètement. Et du coup, ils ont voulu en faire un film à la Pirates des Caraïbes, donc quand même assez familial, dynamique, avec un groupe de héros assez balèze. Là, en l'occurrence, on termine très vite sur un duo. Et le film part un peu dans tous les sens. Je pense que c'est aussi c'est un truc que j'aimais beaucoup faire dans les articles que je faisais à l'époque sur Art, c'était revenir sur les projets précédents, et c'est peut-être pour ça que j'avais parlé de John Carter d'ailleurs, de David. C'est comment des projets pouvaient être recyclés, parfois même par d'autres studios, des réalisateurs très différents. Et en fait, Lone Ranger, il y a toujours une partie fantastique, il y a une grosse partie Pirates des Caraïbes, et il y a encore des bouts, en gros, tout ce qui complète tout ça, c'est soit des hommages au western au général, et ou des hommages à John Carter, waouh, Lone Ranger en particulier.
Il n'y a pas de référence à John Carter dans ce film, même si techniquement il pourrait être relativement contemporain. D'ailleurs, il a le même problème que John Carter, c'est pour ça que j'y pensais, c'est qu'il commence en 1933. Donc c'est l'année où le premier Lone Ranger à la radio a été diffusé, donc voilà. Et on retrouve Tonto, donc qui est le personnage de Johnny Depp, plus âgé, dans un cirque, qui va raconter l'histoire, ce qui va permettre par ailleurs à Gore Verbinski de s'en sortir, de trouver des pirouettes narratives un peu marrantes, du style bah c'est lui qui raconte l'histoire, alors c'est pour ça que ça n'a pas de sens, ce qui est à peu près un truc que vous ne devriez jamais faire, sauf si vous êtes à peu près sûr que c'est le ton de votre film tout le long du film, ce qui n'est pas le cas bien évidemment de Lone Ranger, puisque ça part, comme je le disais, dans tous les sens. Et encore une fois, là, on a cette révérence au Lone Ranger original, en disant on va placer l'intrigue en 1933, on va y revenir, on va voir un enfant qui est inspiré par la figure du Lone Ranger, donc on ne sait pas exactement si le Lone Ranger est un personnage historique ou un personnage de fiction dans cet univers-là, c'est assez flou, un peu à la manière de John Carter dans John Carter. Et en plus de tout ça, on va quand même nous rajouter un max de références à des westerns classiques, que ça soit dans la bande son, dans les plans, notamment le plan d'ouverture. Et par ailleurs, on va avoir 2-3 petits moments gore qui sont pistes fantastiques qui sont pas sans rappeler que le film pouvait aurait pu développer un univers complètement loufoque. Donc on a des lapins tueurs, enfin en gros cannibales qui se mangent entre eux, qui ont l'air d'avoir des dents de vampires. On a une balle en argent. Donc qui a une signification différente dans le film que celle à laquelle vous pensez, mais quand on se rappelle qu'il devait avoir des loups-garous dans le film pendant un temps, le fait que la balle qui doit tuer le méchant est une balle en argent est quand même assez amusant de se dire ah bah peut-être les mecs sont dérivés de la balle en argent et se sont dit ah oui les méchants sont des mecs qui ont trouvé une mine d'argent, donc la balle est en argent, mais on sait pourquoi elle était là les gars, vous ne faussez personne. Donc il y a ça dans Lone Ranger et ça fait déjà beaucoup de choses. Mais le film reste assez appréciable, je trouve. Déjà, il y a un truc que j'adore complètement dans ce film, mais là, pour le coup, je défendrai contre vents et marées, c'est la bande son. Je sais que beaucoup de gens en ont marre de Hans Zimmer, mais je trouve que cet essai, en espèce d'hommage de plein de thèmes typiques du western, qui est un genre, si je dis pas de bêtises, où Hans Zimmer, en fait, c'est assez peu exercé. Et super appréciable à écouter. Franchement, vous avez pas besoin de revoir le film, juste écouter la bande son, elle est vraiment cool. Et en plus, elle est conçue comme une sorte de crescendo assez marrant. C'est-à-dire, le film est relativement long, comme John Carter d'ailleurs. Et donc la bande son, on commence avec des trucs très classiques de western, un peu ambiance et tout ça, et on termine sur ce qui est connu aux États-Unis comme le John Carter theme, John Carter, putain, je vais y arriver, Lone Ranger film, qui est, alors j'ai perdu le nom du morceau, mais je vais le retrouver. Tout ça pour vous dire qu'en fait, du coup, il y a une espèce d'album concept où on commence avec les westerns qui sont vraiment héritiers du genre western, pas forcément familiaux et tout ça, et on termine avec le Lone Ranger tel qu'on le connaît. Il faut arrêter aussi Disney de nommer vos films de manière aussi proche, hein. John Carter, Lone Ranger, moi je m'embrouille après. Et du coup ça rend la chose franchement super chouette à écouter. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est d'abord Jack White qui devait composer la musique du film, mais finalement Hans Zimmer a repris son flambeau. Et j'aime ça parce que du coup on termine sur William Tell Overture, qui est du coup l'arrangement de Gio Chino Rossini, si le italien ne me fait pas défaut, et du coup qui est en fait de la musique classique, on va dire, puisque c'est un compositeur d'opéra italien qui est né en 1792, mais en fait aux États-Unis, puisque ces gens sont complètement ignares et n'ont aucune culture, ils connaissent ça sous le nom je rigole du Lone Ranger film, parce que ça avait été utilisé comme une sorte de finale un peu pompeux et super resplendissant dans les serials radio de Lone Ranger, parce que quand on n'a que le son, eh bien la musique devient très importante pour marquer le troisième acte. Tout ce long monologue pour vous dire que c'est un film que j'aime bien, et notamment pour une chose en plus de la bande son, qui est Gore Verbinski, parce que
il faut vraiment qu'on fasse cet épisode sur Pirates des Caraïbes, mais en rematant Lone Ranger, je me suis dit, putain, ce mec a quand même un savoir-faire pour articuler ce qu'on appellerait en anglais des set pieces, ou simplement des séquences d'action, qui sont imbattables de géographie, et on arrive vraiment à les suivre. Ce sont aussi des séquences où les personnages généralement progressent, donc c'est pas que... c'est pas juste de l'action un peu brainless pour divertir le spectateur qui s'est endormi sur les 2 premières heures. On a vraiment tout qui converge dans ces séquences-là. Et donc, plutôt que d'avoir 2 bateaux cette fois, ou 3, ou 4, ou 1000, on a 2 locomotives qui ont été par ailleurs reconstruites. Il y a eu des rails et tout ça, donc ça a coûté pas mal d'argent. Bien sûr, tout ça est amélioré. Putain, je fais des anglicismes dégueulasses par l'image numérique. Mais ça donne quand même un final qui est assez long, dans lequel Lone Ranger course un train qui course un autre train. Ensuite, il est à cheval sur le train, dans le train. On suit 3 ou 4 personnages, donc un méchant de l'armée américaine, 2 grands méchants, Lone Ranger, Tonto, donc l'Indien joué par Johnny Depp, sans forcément perdre de vue les personnages. Où va l'action, et tout en profitant quand même de la musique et juste du chaos ambiant avec des 6 coups qui tirent à travers des vitres et différents wagons. Alors c'est vrai que quand vous prenez un peu de recul et que il y a des plans aériens où les rails des 2 locomotives ont l'air de s'entrelacer comme si c'était pour le coup une attraction à Disney, c'est assez ridicule, mais ça n'en reste pas moins super divertissant. Et c'est là que je me suis rendu compte que Verbinski avait un talent total pour ce genre de truc. Et après, j'ai remis en parallèle ce qu'il avait fait notamment sur Pirates des Caraïbes, le combat entre les 2 navires à travers ce vortex sous-marin, ou même le moment où le vaisseau de guerre des Anglais, si je dis pas de bêtises, est pulvérisé par le Black Pearl et le Hollandais volant de part et d'autre, et où du coup son officier marche sur le ponton alors que son vaisseau se détruit partout autour de lui au ralenti. Ah, vous pensez peut-être, vous qui êtes fan de Marvel Studios et de la dédramatisation et de l'humour et de la mort de l'émotion en cinéma. Voilà, je fais mon rageux, c'est dimanche. Mais que c'est nul et que c'est pas très intéressant à regarder et que c'est un peu cringy. Et ben moi ça me manque. Et c'est pour ça que je me suis dit que Gore Verbinski sur un Star Wars, vous m'avez vu venir ou pas? Bien sûr. Et ça serait quand même hyper stylé, parce que ces 7 pieces quand même sont imbattables. Et s'il fallait réhabiliter un film pour embrayer sur les futures questions de David, je dirais que même dans John Carter, il n'y a pas une séquence comme celle des locomotives de Lone Ranger. Après voilà, c'est aussi, j'aime beaucoup le western, ça me parle, c'est un peu rigolo. C'est un peu loufoque, il y a un côté un peu cartoon avec la musique à balles et tout. Mais il se passe quelque chose, et je me souviens quand on l'a vu, là aussi j'ai vu ce film à sa sortie, quand j'étais en vacances avec ma chère Phobos. Et je me souviens avoir été, être sorti avec un vrai smile, tu vois. Je savais que le film n'était pas exceptionnel, loin de là. Mais le final, qui avait été bien articulé pendant 2 heures, bien construit. Là aussi c'est très lent, l'origin story de Lone Ranger. Franchement ça pourrait tenir en 20 minutes, ça tient en 2 heures, tu comprends pas vraiment pourquoi. Pour faire au final un perso vigilante, on est en 2013, donc Avengers est passé par là. Je pense que la culture des super-héros quand même gagne en puissance, mais ils avaient voulu faire ça un peu à l'ancienne, et je trouve que ça marche relativement bien. Si on met à part du coup une certaine lenteur, et puis un Johnny Depp qui du coup a été adopté par une tribu Apache, le saviez-vous? Mais il y a aussi une dimension politique dans ce film qui est plutôt sympathique. Ouais, avec la présence du coup ces fameux chasseurs d'argent qui en fait montent un conflit de toutes pièces, comme on peut le voir dans Star Wars par ailleurs, comme on peut le voir dans tout un tas de choses, mais qui inscrit dans le contexte du western et dans l'extermination un peu systématique des Indiens. Il y a même d'ailleurs une scène où l'armée est employée pour tuer des Indiens qui ont prétendument attaqué du coup les Américains, et où la scène, bon, elle est pas forcément hyper graphique, mais la riposte des Indiens, elle l'est. Et la présentation de ces Américains et de ces tuniques bleues, pour le coup, elle est assez atroce, quoi. Ça sort de la Gatling sur des enfants et tout, et c'est... je sens que cette punch va être sortie de son contexte et va servir en bits pour Twitter. Ah voilà, ça sort la Gatling sur les enfants. Mais c'est vrai que du coup le film est assez cruel par rapport à ça. Mais effectivement, la dimension politique ne m'avait pas échappé.
En tout cas, au revisionnage, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans le film. Et tu fais bien de le rappeler, mon cher David. Pendant que Manu me nargue avec ses Lego Cowboy, une série unique, parce qu'effectivement Lego s'est dit peut-être qu'à un moment, des mecs qui tuent des Indiens, c'est peut-être pas le meilleur délire à mettre dans les mains des enfants. D'ailleurs, il y avait des Lego Lone Ranger, je crois. Il y avait des Lego Lone Ranger série qui a été extrêmement, désolé de complètement carjacker ce podcast, mais série qui a été accueillie avec le plus grand enthousiasme par les fans de Lego, les Affols, parce que justement, depuis la série que je viens de mentionner de Manu, il n'y avait pas eu de Lego Cowboy. Et donc, tout le monde s'était jeté sur les trains Lone Ranger qui étaient pas si dégueulasses dans mes souvenirs d'ailleurs. Mais peut-être je peux me tromper. J'irai voir après ce podcast et je laisse la parole à mes amis après. Oui, c'était cool. Oui, c'était cool. Ok, cool. Ouais, non, je voulais dire qu'effectivement, en revoyant Lone Ranger, on se rend compte que c'est un film qui est vraiment pas dégueu, enfin surtout comparé aux deux précédents dont on vient de parler. Visuellement, ça se tient. Bon, après, il y a forcément le problème de Johnny Depp, mais je pense que ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est que parfois, c'est vraiment un copier-coller de Pirates des Caraïbes et qu'on a les mêmes blagues, on a les mêmes personnages secondaires un peu rigolos avec exactement les mêmes visuels. À une exception près. Il y a une trinité dans Pirates des Caraïbes, et plus je remate Pirates des Caraïbes, et plus je me dis que Elizabeth Swann, c'est un personnage pas si dégueulasse que ça, tu vois. Ah, mais alors oui, que là, le pas personnage ça. féminin, je sais même plus le nom du personnage, je sais même plus l'actrice qui le joue. Je sais juste qu'elle est amoureuse du frère qui meurt, se fait arracher le cœur. L'autre frère la récupère à la fin du film, au milieu de l'action, il se roule une pelle et tout, et j'étais là en mode, la vache! Ça va quand même assez loin dans ce film, et c'est vraiment un personnage totem à 300%. Et là aussi, c'est la demoiselle en détresse ultime. Oui, puis là aussi, il y a les menaces de viol. Elles passent de main en main, vu qu'il y a 3 méchants différents. Et à chaque fois, ils sont là en mode. Et ouais, c'est très gênant. Ouais, effectivement. Ouais, même Tarantino a trouvé ce film cool. Alors, je l'avais noté, mais je me suis dit, je vais pas l'utiliser parce que je sens que c'est un peu la carte Joker où tu te la reprends dans la gueule en mode ouais, mais Tarantino de nos jours, là. Donc, du coup, voilà. Merci David de le faire à ma place. Ouais, ça va, il est redevenu en grâce à son dernier film. Enfin, c'est vrai politiquement ou enfin bref, là aussi c'est un autre débat, mais moi j'aime bien quand Tarantino aime bien des films western produits par Disney, tu vois, ça me fait un petit quelque chose, mon cerveau est en ébullition. D'ailleurs, il disait que il reproche des trucs au film, hein. Il dit que les 45 premières minutes sont bonnes et qu'après il y a un ventre mou et qu'après ça reprend avec effectivement la scène du train qui est assez Buster Keaton. Mais il y a d'ailleurs un côté très slapstick dans ce film. Et assez génial. moi, en fait, je m'en étais pas rendu compte avant de remater Lone Ranger. Bon, Phobos rappelait que c'était quand même calqué sur Pirates des Caraïbes, mais c'est en rematant Lone Ranger, et je pense à quel point c'est calqué sur Pirates des Caraïbes, qu'on a revu d'ailleurs entre-temps, peut-être même le même été, on a été voir Lone Ranger à cause de ça. Donc c'était quand même maintenant en 2013, il y a 6 ans. Et ben je me suis dit, mais putain, en fait, le mec a un vrai don là-dessus, parce que même quand c'est exactement la même chose, à savoir j'ai mis 2 locomotives à la place de 2 bateaux, c'est quand même super kiffant. Et du coup, il y a un vrai talent pour ce genre de séquence chez Gore. Et le film est beau, hein. Enfin, visuellement, les effets et tout tiennent dans le temps, et même tout le travail qui a été fait sur les costumes et les make-up. Enfin, d'ailleurs, c'est la même costumière qui a bossé sur Lone Ranger que sur Pirates. C'est quand même bien foutu. Et le directeur de la photo, c'est Bohan Batzeli, qui a fait le The Ring de Gore Verbinski et Mr. et Mrs. Smith apparemment, mais que je ne connais pas bien, mais qui a fait bien son taf sur le film parce qu'il est assez, notamment sur toutes les scènes de désert et tout, ou la gare au début quand le train arrive et tout, vraiment des plans qui tabassent. Du coup, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a floppé à ce point. Est-ce que vous avez des explications? Enfin, le côté raciste, enfin Johnny Depp, il y a trop de Johnny Depp, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, c'était le sentiment qu'on avait. Le fait que c'était encore Johnny Depp qui jouait Johnny Depp dans un truc qui semblait un copier-coller de Pirates des Caraïbes en mode western, ça donnait pas un bon a priori. Je pense que c'est ça, et puis je pense que le côté, en fait, la réponse est un peu dans la question, ou en tout cas dans l'argument que t'as dit juste avant, quoi. C'est un copier-coller de Pirates des Caraïbes, mais c'est pas Pirates des Caraïbes, tu vois. Et d'un autre côté, en même temps, je sais pas si le 4 a été sorti, c'est certainement pas le 5, mais du coup, je me dis, il y a peut-être juste. Le 4 était sorti. Il y a peut-être, je me dis, parce que il me semble que 4 a pas fait un flop du tout, a même
très bien marché. Je me demande s'il n'y a pas un Pirates des Caraïbes qui est pas le 4 ou le 5 qui a tapé 1 milliard ou un truc comme ça. J'exagère peut-être les chiffres, mais il me semble que le 4 avait bien marché. Et il y a peut-être aussi un côté très américain en fait dans Lone Ranger, qui est, enfin, il y a certains mythes américains. On reparlait des super-héros tout à l'heure, qui je trouve traversent assez bien les frontières. Le western, ça a quand même toujours été un truc de t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Je connais peu de gens qui me disent ouais, de temps en temps je mate un western, j'aime bien, mais bon, tu vois. Alors que Pirates des Caraïbes, le côté monstre, la mer, tout ça, tu vois, je sais pas, il y avait un côté presque, c'était plus de la fantaisie, quoi, quasiment. Et la variété des personnages faisait que tu trouvais forcément un perso auquel t'identifiais, même les méchants qui redeviennent plus ou moins des gentils, tu vois. Il y avait un côté un peu Fast and Furious-esque, tu vois, dans le fait que à chaque épisode, t'as le vilain précédent qui revient pour être un gentil. Il présente aussi les différents équipages. Enfin, tu vois, il y a une richesse thématique. Là, c'est bon, bah, il y a des locomotives, il y a l'armée, et il y a des Indiens. Et t'es en mode ok. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi le fait que le duo, en fait, il fonctionne pas très bien. En fait, Armie Hammer, on en a pas du tout parlé, mais je trouve un peu à côté de la plaque. Bon dans son rôle parce qu'il est justement censé être à côté de la plaque, mais le Tonto qu'incarne Johnny Depp le nuance pas en fait. Tous les deux c'est des goûts. Enfin, en gros, on apprend que Tonto est un gros mytho au bout d'un moment dans le film, dans une histoire d'ailleurs pas mal tragique que je trouve plutôt bien traitée, mais t'as pas l'impression qu'il a joué deux personnages dans le film, tu vois. Il est toujours sur la même note et cette note ressemble déjà énormément à celle qu'il jouait dans Pirates des Caraïbes, quoi. Je trouve ça un peu dommage. En plus, il y a énormément de gags à répétition sur le fait qu'il nourrisse son oiseau et tout ça qui fonctionne la première fois, mais pas la deuxième fois. Alors qu'à l'inverse, il y a vraiment des trucs auxquels tu t'y attends pas, notamment le fait que le grand méchant dévore le cœur du frère du héros au bout de 20 minutes de film et tu te dis genre mais dans quoi je suis, tu vois. Et je sais que ce genre de truc quand ça arrive dans des films Disney, je suis en mode wow, ok, parce que il y a une vraie plus-value au fait que tu penses que c'est Disney, donc ça va être un peu tout public. Et quand ce genre de truc arrive, même si je crois que justement Alan Horn avait dit ouais, on va cadrer différemment parce que a priori ça devait être beaucoup plus gore. Ouais, c'est ça, la scène a été coupée. Hein. Elle est suggérée. Ouais, mais elle est recadrée bizarrement en fait. Mais bon, tout ça pour dire que ce genre d'éléments dans le film, même tu vois à un moment quand t'as les lapins qui s'entretuent autour du feu, tu te dis ah ok, il y a vraiment un bail, tu vois, de fantastique et ça met longtemps à se mettre en place et quand on va avoir le payoff, ça va être génial. Et en fait, bah il y a pas de fantastique dans le film, tu vois. Et quand même, il termine quand même sur une scène avec le lapin vampire. C'est le dernier plan du film, quoi. Avant, il me semble, le retour en 1933. Et du coup, t'as un côté assez étrange, tu vois, Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ça fait 3 fois que je le dis, mais Pirates des Caraïbes, il te dit, il y a des zombies pirates, et il annule la malédiction du Black Pearl, mais il y a jamais une négation du fantastique, tu vois. Tu sais qu'il y a un univers plus grand qui t'appelle. Quand tu termines sur Lone Ranger, d'ailleurs, il y a une blague qui préfigure un peu Marvel Studios, une espèce de gag méta sur le Lone Ranger qui fait le coup du Lone Ranger avec la musique, où il est sur son cheval et qui fait ah, on y va. Et d'un coup, le Tonto lui regarde et fait non, mais ne refais jamais ça. Et du coup, c'est le truc classique de Lone Ranger, et les gens avaient déjà dit aussi, genre, c'est bizarre, faites votre choix, quoi. Soit c'est un hommage, soit c'est une réinvention moderne, mais dans ce cas-là, pourquoi faire une espèce de truc un peu méta / critique de, regardez, c'était vraiment con à l'époque, quand ça passait à la radio à Boston, en 33, tu vois. Et, je pense que toute cette espèce de non-choix permanent autour du film, que ce soit dans le budget, que ce soit créativement, fait que le film il est assez tiède au final, tu vois. Moi je m'extasie sur ces petites locomotives à vapeur qui se tirent dessus là, mais c'est quand même à l'échelle du budget du film et de son marketing ou de ce que ça pourrait être, c'est pas grand chose. Et je pense aussi que l'imaginaire des pirates est beaucoup plus porteur que l'imaginaire des cowboys et tout ça, parce que là c'est ça que je voulais parler dans l'exception un peu américaine, quoi, du truc. C'est ça que je voulais dire. Ouais, puis je pense que les pirates ça remonte un peu et c'est moins chargé c'est ça, politiquement que ouais, voilà, que l'époque des westerns qui aujourd'hui est quand même. Même si on se rappelle que Gore Verbinski avait commencé Pirate 3 avec un enfant qui est pendu, hein, donc. Oui, mais dans le sens où l'époque du. Politiquement, c'était balèze, quoi. L'époque des westerns aux États-Unis aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques envers tous les films qu'il y a pu avoir sur cette période-là, et notamment forcément la manière dont les natifs américains sont représentés comme étant systématiquement des espèces de sauvages qui sont les méchants des films. Et du coup, il y a voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut peut-être passer à autre chose dans les représentations. Alors que sur les pirates, ok, tu peux montrer des trucs dark, mais il n'y a pas un grand...
Enfin, il y a pas d'enjeu Ils précis sont pas marqués dans la politiquement. politique américaine. Ouais. T'es tout de suite dans un espace de fantaisie. Enfin, si, quoi. il représente la liberté aussi, mais Oui, voilà. mais oui, t'es plus dans la liberté. Mais ça ne veut pas dire que les Pirates des Caraïbes ne sont pas chargés Ah ouais, politiquement si, aussi. si, bon, je parlerai plus tard, mais je ferai sans doute un podcast sur les pirates en particulier. Donc on aura le temps d'en parler, de leur portée politique et de la portée libertaire. Donc là, on va parler de Tomorrowland, donc à la poursuite de demain. Je balance la petite bande-annonce. Enfin, un vrai bon film. Quand j'ai touché ce pins, j'ai vu un monde. Un monde extraordinaire. J'avais l'impression que tout était possible. Et puis il a disparu. Donc voilà un film qui a une vraie portée politique. Donc, Manu. Tout à fait. Alors que c'est le film le plus Disney des 4 films dont on va parler. Tomorrowland, qui est un film de 2015, mai 2015 même. On pourra peut-être commencer à expliquer son succès par le fait qu'il est sorti par Disney en même temps qu'un film qui a valu 4,5 sur 5 sur Comics Blog, qui était Age of Ultron. Excellent film. Il a dû sortir 2-3 semaines après Age of Ultron. Il Bien me plus semble. politique par ailleurs. C'est un film... Non, rien. Comment Age of Ultron qui est politique. Merci Thibaut. Qui est un film qui est réalisé par Brad Bird. Brad Bird qui a fait Le Géant de Fer, qui a fait Les Indestructibles, qui venait de faire, je crois que c'est sorti juste avant, Mission Impossible Ghost Protocol. C'est ça. Pour raccrocher plus à Actioner. Et qui est écrit par Damon Lindelof, entre autres, en plus de Brad Bird. Alors, en fait, pour revenir aux origines du projet, Tomorrowland est à la base une attraction de Disney. Constance pourra peut-être un peu plus en parler. Ce n'est pas une attraction, c'est un attraction land. rétro-futuriste. Ouais. C'est un land entier, donc qui contient plusieurs attractions, Exactement. dont Space Mountain. Qui est rétro-futuriste, dans le sens où c'est une vision du futur des années 50-60. Enfin, c'est rétro-futuriste de notre point de vue. Quand ça a été ouvert, c'était De notre point de vue, futuriste. oui. Parce que c'est Tout à fait, ouais. c'est le land Epcot. Exactement, mais c'est rétro-futuriste Voilà. par rapport à notre époque. Et c'est important pour la jeunesse du film, qui a été imaginé par Lindelof en 2010, je crois. Alors 2010, c'est juste fin de Lost. Lindelof qui était du coup co-showrunner et co-créateur de Lost. Lost qui était ABC et donc Disney, puisque ABC appartient à Disney, qui a commencé à discuter avec Disney d'une adaptation de Tomorrowland. Donc là, on partait directement sur l'adaptation, même si à la base, ça s'appelait 1952, je crois, ce qui aurait eu un peu moins de sens vis-à-vis de où va le film. Et qui a commencé à développer le film avant d'inclure Brad Bird en 2012 ou fin 2011. Brad Bird qui lui voulait apporter une vision, une réflexion sur pourquoi en 2010 notre vision du futur est plus du tout la même que dans les années 50-60. C'est-à-dire qu'à l'époque on avait une vision assez lumineuse du futur, assez optimiste. C'est la vision de Disney. Et à notre époque on est plutôt sur de la dystopie et sur un monde qui est complètement parti en couille. À la base, l'idée de Tomorrowland, donc Tomorrowland qui dans le film est un monde un peu à l'écart, on en reparlera tout à l'heure, mais un peu à l'écart, conçu par des scientifiques pour essayer d'imaginer le futur, un futur utopique. C'est une transposition en fait de la vision de Walt Disney, la personne, qu'il a essayé de construire lui-même avec Epcot. Donc Epcot, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, c'est un parc d'attractions aux États-Unis, mais à l'époque Epcot c'était vu comme un prototype de ville utopiste qui était là pour essayer de construire le futur. Et pour que vous compreniez bien, c'est globalement ce qu'on voit dans Iron Man 2 quand on nous présente la Stark Expo et cette espèce de ville qui va durer et qui va tourner autour de la science. Bah globalement, c'était le concept de Walt Disney, l'idée de Epcot. Et d'ailleurs, dans Iron Man 2, la Stark Expo du père ressemble énormément à Tomorrowland, le land de Disney. Mais en fait, le Howard Stark qu'on voit dans Iron Man 2, un peu moins celui qui est développé par la suite, c'est globalement Walt Disney, hein, on va pas se mentir. Putain, tout est connecté. Putain.
Et donc le film part au début dans les années 60, c'est en 64 avec la foire de New York, comment elle s'appelle, la World's Fair de New York, où on voit un jeune personnage qui s'appelle Frank Walker qui vient présenter son prototype de jetpack à des juges et qui se fait rejeter. Et qui est ensuite contacté par une petite fille qui le fait passer par It's a Small World, donc une des attractions les plus fameuses de Disney. L'une des plus terrifiantes, je tiens à le préciser. Une des plus terrifiantes. Je suis pas d'accord avec toi, mais si tu le dis. Et du coup, via It's a Small World, il arrive dans le monde de Tomorrowland, qui est cette sorte de monde parallèle à notre monde, dans lequel on a une vision, enfin même le futur est en train de prendre vie, puisque il y a des technologies qu'il a jamais vues dans ce monde. Et on reprend l'action dans les années 2000, donc en 2010, avec un autre personnage qui s'appelle Casey Newton, qu'on voit arrêté par la police alors qu'elle essaye de flinguer le chantier qui est là pour détruire un centre de la NASA où travaille son père, et qui est contacté par la même petite fille, on le découvre pas tout de suite, mais qu'on découvrira être un robot par la suite, dans le but de retrouver ce Frank Walker. Du coup, ça fait 50 ans plus tard, là où cet optimiste du passé est devenu un pessimiste total, et Casey est la nouvelle optimiste du film, et on rentre là dans une sorte de road trip pour essayer d'avancer vers ce Tomorrowland et vers un monde, enfin un Tomorrowland qui nous sera présenté au final comme totalement changé par rapport à sa vision du début. Et c'est là que la vision de Brad Bird entre en jeu, c'est-à-dire que notre vision pessimiste d'aujourd'hui se transpose dans Tomorrowland comme une fracture avec la vision utopiste de départ, et le fait que le monde n'est plus sauvable d'après la philosophie de Tomorrowland à ce moment-là. Et dans ce road trip, ils sont traqués par des robots tueurs qui sont des agents de Tomorrowland. Je vais peut-être globalement spoiler tout le film. Ouais, à peu près, ouais. Mais c'est un film qui... Il y a Dr House à un moment. Voilà. Il y a Dr House, ouais. c'est un film qui essaye de contrebalancer une vision pessimiste actuelle avec une vision optimiste des années 50-60, essayer de relancer le monde dans le bon sens et de nous montrer que peut-être, si on essaye de faire quelque chose, on arrivera à améliorer notre monde, et c'est pas parce que en continu on nous dit que le monde est foutu que il faut aller dans le sens de on flingue encore plus le monde, quoi. Voilà en résumé les choses. Donc c'est avec George Clooney dans le rôle de Frank Walker des années 2010. C'est avec Britt Robertson qui joue Casey, et avec Hugh Laurie qui joue je sais plus quel est son titre, mais Nix, qui est l'Overlord du Tomorrowland, dirons-nous, et celui qui l'avait jeté en début de film. Donc c'est un film qui à l'époque j'ai beaucoup aimé. Je me souviens, j'étais allé le voir avec notre cher Alex Lecoq un dimanche matin. Le film faisait pas beaucoup de bruit, je trouve qu'il avait pas une promo extraordinaire. Je me souviens que moi, la seule chose que j'avais vue sur le film, c'était même pas exactement une bonne annonce. C'était juste une scène. Il diffusait dans les ciné une scène du film. C'est la scène où ils sont chez Mais lui, c'était justement avant avant Age of Ultron. Peut-être, ouais. Et où ils partent dans la baignoire. Mais c'est la bande-annonce, c'est la bande-annonce, c'est coup, ce que j'ai récupéré dans la bande-annonce. On voit quasiment que ça. Ouais. On voit un petit peu. Okay. Ouais, mais je me souviens de ce Manu. Non, mais il y avait une version Manu, où il y a même Manu pas fait le dialogue référence à la scène en entier. C'est vrai que je me souviens avoir vu cette scène en entier à l'avance. Et je crois que c'était pour Age of Ultron, parce qu'il me semble qu'on l'avait même vu à l'avant-première et qu'on pensait que c'était un truc avant-première. Alors que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment un truc pour dire putain, on a ces deux films. De toute façon, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont envoyé Tom Holland au casse-pipe juste à côté de Age of Ultron. Tu vois, ça n'a aucun putain de sens. Surtout que Brad Bird aurait refusé Star Wars 7 pour faire ce film, en disant Star Wars 7 a pas besoin de moi, mais ce film là il a besoin de moi parce que sinon il sortira pas. Et au final ils l'ont mis face à une autre licence. Bon, c'est un peu triste, mais ouais, je me souviens de cet élément de promo là qui était effectivement l'un des rares. Ouais. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que notamment je trouvais qu'il représentait beaucoup deux facettes intérieures de moi-même, ce côté tiraillé entre un pessimisme assez un pessimisme de fait face au monde actuel, hein. Il suffit de regarder les infos à peu près tous les jours pour être pessimiste sur
vers où on va, et l'envie d'être optimiste, et enfin même l'optimisme de dire qu'on pourrait faire mieux, et que il suffit d'avoir des gens qui en ont la volonté et qui ont une vision un peu différente des choses, et qui perdent pas espoir pour aller vers un monde meilleur. Donc voilà, je me souviens d'ailleurs qu'il y avait une réplique qui m'avait beaucoup marqué au tout début du film, quand il présente son jetpack, parce que c'est un gamin de 8 ans, je pense, à l'époque, Frank, et Nix, du coup, Hugh Laurie lui demande pourquoi t'as fait ça, et il lui dit j'en avais marre d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse, et du coup je l'ai fait moi-même. Et je trouvais cette phrase assez caractéristique de presque le reste du film et la philosophie qu'il essaye d'invoquer. Qui est proche malheureusement de derrière l'objectivisme de Walt Disney, du coup. Ou de ce qu'on appelle l'objectivisme en général, où au final c'est quand même l'individu qui, s'il veut changer le monde, doit changer lui-même. C'est un peu simplifié avec l'idée du jetpack, mais c'est vrai que ça représente vachement bien la politique derrière. Mais même, enfin, c'est au fond, c'est tout ce qu'il y a derrière. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur remake de BioShock qui existe, vu que celui de Gore Verbinski n'arrivera jamais. D'ailleurs, il s'est bien cassé les dents dessus quand tu apprends comment il a travaillé dessus et qu'il s'est fait retoquer sur le budget parce que ça correspondait pas à ce que le studio voulait. Donc d'ailleurs, depuis Gore Verbinski, il a fait qu'un film et depuis, il est absent de la réalisation. Il a fait un BioShock-like avec A Cure for Wellness. Ouais, c'est ça. Qui a l'air d'avoir une ambiance très BioShock dans l'esprit, quoi. Mais donc voilà, BioShock d'ailleurs. c'est très porté par la philosophie d'Ayn Rand, c'est-à-dire que les gens exceptionnels, d'ailleurs c'est ils se réunissent donc dans ce Tomorrowland pour créer une société libérée des contingences politiques, des freins sociétaux tels qu'on les connaît. Des contraintes extérieures. On les rencontre malheureusement aussi dans notre société, mais c'est vrai que ce film, comme dans Rapture, exactement. Mais ce film est d'une intelligence après sur toute la partie, sur tout ce qu'il développe, sur la volonté de promouvoir et de réenchanter le monde, d'arrêter de regarder que la noirceur et de dire si il faut des rêveurs et il faut aussi des gens qui soient en mesure d'accomplir leurs rêves et de recréer une espèce de monde meilleur plutôt que d'attendre la finalité qui semble nous pendre au nez, quoi. D'ailleurs, je me souviens une des critiques portées sur le film qui voulait qui donnait l'impression à certains qu'il n'y avait que certains élus qui pouvaient, des personnes élues dans le sens néo, quoi, qui pouvaient changer le monde et participer à cette transformation, et du fait que la philosophie de cette dimension de Tomorrowland dans le film, c'est de se mettre à l'écart pour mettre les grands esprits à l'écart pour éviter d'être contraint et de devoir obéir à des règles qui finalement ne font que tout le temps écraser la volonté et écraser les initiatives, alors que le film vient en partie critiquer ça. Et on voit que ce monde, au final, quand sa philosophie est appliquée à 100%, finit par se renfermer sur lui-même et à devenir j'allais dire limite totalitaire, mais à la fin c'est totalitaire. La partie Tomorrowland dirigée par Nix. C'est comme si Brad Bird avait voulu nuancer, actualiser l'objectivisme, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est en ça où c'est très BioShock. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est complètement dans cette idéologie-là. D'utopie devenue contre-utopie, quoi. Ouais. Et qui redevient utopie dans le cas de Tomorrowland. Disons que dès qu'elle est dévoyée, elle finit par devenir une contre-utopie. Mais quand elle n'est pas dévoyée, elle est porteuse d'espoir et porteuse d'allant pour le futur, quoi. Parce que c'est de ça qu'il cherche à questionner. C'est-à-dire que l'une des scènes qui est assez excellente dans ce film, c'est quand la fille est en classe et qu'elle entend dans chacun de ses cours qui parle du livre d'Orwell, que dans son cours de sciences, on voit les glaciers fondre. Et elle est toujours là en train de lever la main, et la seule question qu'elle veut poser, c'est comment faire. On peut faire pour empêcher ça. Exactement. Plutôt que de prendre ces informations comme un fait acquis et un fait absolu et qu'il n'y a plus rien derrière. Et donc c'est ce que questionne ce film, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, Thibaut, il y a prescription, mais je spoil l'ensemble du film. Au final, on se rend compte que
la vision de Tomorrow, enfin de Nix dans le film vient d'un appareil qui permet de prédire le futur, de se projeter dans le futur pour voir ce que devient le monde. Et en fait, c'est cette vision pessimiste du monde qu'il voit dans le futur qui est projetée à la Terre et qui, à notre monde et qui auto-alimente son propre futur. C'est-à-dire que c'est le pessimisme ambiant qui alimente du fait d'une terre condamnée qui alimente le fait qu'on condamne encore plus notre terre. Et là, j'aurais tendance à être pessimiste sur notre monde actuel, c'est qu'on reste dans cette philosophie-là beaucoup et avec un accélérationnisme assez intense sur le fait de toujours montrer plus de mal et plus de dégâts sur notre monde sans jamais essayer de se poser cette fameuse question de qu'est-ce qu'on fait pour changer, quoi. Et alors oui, on est quasiment au moment où ça devient irréversible, et c'est aujourd'hui qu'on commence à se poser la question de comment on peut faire à petite échelle pour essayer de retarder l'échéance. Mais je trouvais que la philosophie du film était très bonne et collait parfaitement à une vision des années 2010. Faut oublier son cynisme pour aimer ce film, en fait. C'est ça le problème, parce que ça n'a de valeur que si t'es aussi idéaliste que le film l'est. Bien sûr. Parce que c'est très marrant l'objectivisme, mais si toutes les tentatives, on aura peut-être un jour l'adaptation de The Fountain par Zack Snyder, accrochez-vous. Mais il y avait d'ailleurs, je sais plus quelle radio, je me demande si c'est pas France Inter, qui avait fait toute une série sur l'objectivisme en podcast qui était intéressante, où ils rencontraient des gens qui sont, même des jeunes qui étaient objectivistes, etc. Et en fait, tu te rends compte, les mecs sont juste à côté de la plaque, tu vois. Enfin, c'est pas une philosophie qui me paraît, tu vois, même l'idée qu'au final tout vient d'une machine et on est influencé par ça. Je me souviens, dans le film, avait un côté un peu, c'est fastoche et c'est un film que j'ai envie que les gamins voient, mais toi-même à 20 ans passés, t'as du mal, tu vois, à te réimprégner de cette culture-là et te dire que si tout le monde pouvait sourire, le monde irait mieux. Il y a un côté un peu, tu vois, niais dans Tomorrowland, et d'un autre côté, on peut pas bâtir sur le cynisme comme disait George Lucas. Donc je suis un peu tiraillé, moi, par rapport à ce film. Et j'aimerais qu'on revienne à des choses plus pratiques, comme la réalisation de Brad Bird, qui est quand même hyper stylée dans ce film. La scène du faux magasin de jouets, notamment. Ou de la maison de Franck, ou même de la Tour Eiffel. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne spoilerai pas dans quelle mesure, mais qui est l'une des rares scènes de Tour Eiffel qui fonctionne dans le cinéma américain. Ce qui est, contrairement à Men in Black International, exactement, voilà, ce qui est une high praise, comme on dit. Mais du coup, c'est un film qui est aussi agréable à regarder, et notamment, elle est plus si petite que ça parce qu'elle est née en 2002, mais celle qui, alors j'ai perdu son nom, la jeune actrice qui jouait du coup Athéna, le droïde. C'est Rafi Kassidi. Rafi Kassidi. Elle est vraiment espiègle et super mignonne en fait dans le film. Je m'étais vachement attaché à ce personnage, et en plus le fait que du coup elle est piégée dans le corps d'un enfant, mais on sait que c'est un droïde qui a une 50aine d'années, donc il y a un côté un peu c'est un peu limite, enfin la comparaison tient pas entièrement, mais c'est vraiment un personnage de robot, comme j'ai l'impression Elfree de Solo voulait être, tu vois, en mode cool et rigolo, et tu te poses des questions. Mais en fait, ça marchait pas. Mais c'est un peu Astro Boy aussi. Il y a un mort du Astro Boy dessus, et David me coupe l'herbe sous le pied. Pour une fois que je pouvais ramener le peu de culture japonaise que j'avais, je me suis fait défoncer. Donc, ouais, bah voilà, je vous laisse la parole. Pour en revenir d'ailleurs, on parlait budget tout à l'heure. Le film a coûté dans les 190 millions juste à produire, a rapporté 209 millions. Mais du coup, c'est sans compter la distrib, sa prod, et il s'est estimé qu'au final, il a coûté, en comptant promo distrib, dans les 340 millions, quelque chose comme ça. En gros, il aurait perdu entre 120 et 140 millions, d'après les estimations. Mais après, c'est un gros flop pour Disney. Est-ce que c'est des estimations, parce que le film est encore relativement récent? Parce que contrairement à Lone Ranger et John Carter, où Disney est revenu dessus en disant ouais, on a vraiment perdu des thunes, et ils ont confirmé combien, j'ai pas encore eu l'impression que Tomorrowland a été ce film. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il a... Alors ça date de 2015 quand même. Ouais, mais il a peut-être mieux marché dans ils ont perdu de l'argent en tout cas. Oui, c'est sûr qu'ils en ont perdu, mais combien et à quel point, et tu vois, genre à quel point ça a affecté le reste du film. Les futurs films. Je viens de vérifier, c'est une estimation de Hollywood Reporter, ce qui est relativement solide. Est-ce qu'il y a des chiffres officiels, je ne sais pas, mais dans tous les cas, 29 millions entre le coût de prod
Et ce que ça rapporte, c'est sûr que la promo a flingué le film. Parce que je crois que c'était après John Carter et Lone Ranger où t'avais des mecs à la D23 qui avaient posé la question à Alan Horn et à Bob Iger, est-ce que au final vous avez réussi à rentrer dans vos frais avec ces deux films, avec je sais pas les produits dérivés, les ventes en vidéo et tout, les mecs ils font non, ce que vous avez vu, les chiffres sont restés comme ça. Ça s'est planté. Alors après, c'est pas non plus des grosses plantades pour des sociétés qui tapent un film qui fait le milliard ou deux tous les 3 mois maintenant. Mais bon, quand même. Après, Tomorrowland, c'est aussi un film, c'est vachement un film de niche, enfin presque assez peu connu, quoi. C'est-à-dire que John Carter, tout ça, bah il a été complètement ils ont flingué, pas ouais, et ils l'ont mis marketing. juste à côté d'Avengers. Donc si tu veux, le film avait même aucune chance de devenir un sleeper hit au cinéma en tout cas. Ça reste Brad Bird en 2015, quoi. Enfin, techniquement, le nom peut vendre, même s'il vend à un public restreint. Non, mais Brad Bird, c'est Personne- pareil, hein, c'est un réalisateur Personne inconnu. ne connaît tu vois. Brad Bird. Hein. On est trop de niche, c'est pour ça. Bah ouais, on Ça est à me- fond de ça- niche. Non, mais je pense Je suis qu'il faut- biaisé là-dessus. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul et se dire que tu vois même le concept, je me souviens, tu disais qu'il n'y avait pas de trailer et tout, mais moi je me souviens de ceux qu'on voyait aux États-Unis et de ceux qu'on faisait en article sur Sci Fantasy, ils étaient imblairables les trailers. C'est super dur de comprendre le concept du film. Ce qui est d'ailleurs peut-être Déjà, un truc en commun avec Une John des grosses Carter. critiques du film, c'est que les gens s'attendaient pas à ça par rapport au trailer. Il y en a qui pensaient que tout se passerait à Tomorrowland, alors que non. C'est clairement un road trip, quoi. Enfin, c'est un voyage vers Tomorrowland et c'est même pas le dernier tir entier. C'est le je pense, voyage qui qui se est passe à important, Tomorrowland, pas la destination. Exactement. Mais oui, beaucoup de gens ont pas compris le message, quoi. Soit s'attendaient pas à ça et du coup ont été pas désagréablement surpris devant le message du film, soit Mais j'aime bien ces ils films de s'attendaient messages. pas à cette action. C'est dommage que Mais les oui, gens mais n'aient moi, je trouve pas ça, autant parlé de Tomorrowland que Joker par exemple. Bah, le cahier du cinéma a quand même dit pour Tomorrowland que c'était un outil de propagande du bonheur autoritairement vendu par la firme aux grandes oreilles. Ok, super critique. Yes. Mais il y a plein de, enfin, on n'en a pas parlé, mais je disais tout à l'heure que au début, le personnage de Casey se fait arrêter après avoir essayé de flinguer un chantier de destruction d'une station de la NASA. Et cette mentalité se rapproche aussi du fait que à notre époque, la NASA et les fonds de financement de la NASA n'existent plus, et que ce rêve d'espace des années 70-80 a complètement disparu, et que voilà, on est plus sur un défaitisme ambiant. Et c'est le même genre de rêve, le futur de Tomorrowland et le futur imaginé par la NASA. Enfin, cette envie d'exploration spatiale, tout ça se rapproche, et je sais pas, enfin, moi, quand je regarde mes petits Lego espace, que je peux pas sortir là parce que je les ai pas là, mais si vous voyez derrière moi, là, il y a des trucs qui peuplent mes étagères, c'est des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça. Ça me parle. Ça me parle, Alors oui, ça parle à une fibre enfantine, peut-être, à un rêve d'enfance, mais dans le sens où c'est de l'enfance parce qu'on nous a cassé le rêve entre-temps, mais ça devrait être, pour moi, ça devrait être des rêves qu'on garde aujourd'hui. Cette envie d'un futur un peu plus utopiste, une communauté qui est un peu plus soudée. Les Subway sur la Lune. Les Subway sur la Lune. Pour ceux qui ont la Non, référence. ça, je l'ai la ref, mais c'est pas le futur qu'on voulait, ça. C'est pas le futur qu'on voulait. Je sais bien. Après, ce film, je trouve que ce film pêche un peu par son dernier tiers. Autant, tu vois, Lone Ranger, la scène du train est complètement fantastique. Autant le combat final dans Tomorrowland, c'est hyper mou. Tomorrowland. Mais c'est pas un combat en fait. C'est mauvais. Le combat, il est idéologique. Ouais, ouais, mais tu vois, il est expédié, quoi. C'est-à-dire que même en termes d'intensité, il n'est pas là, quoi. Cette confrontation finale avec Nyx, elle est pas bonne. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose. Mais parce que c'est une confrontation philosophique pour moi. Et tout à l'heure, j'y pensais quand on parlait de Lone Ranger. Si on doit réhabiliter un film, pour moi, c'est Tomorrowland. Si on doit réhabiliter un actionneur, c'est Lone Ranger. Mm-hmm. Mais pour moi, Tomorrowland, tu veux dire que t'es hors sujet depuis le départ? Ok, on peut passer à la conclusion. Ah bah, je suis dans le sujet. C'est juste, on n'était pas sur le bon podcast. Mais ça. En fait, c'est le podcast qui est hors sujet, monsieur. Exactement. Mais oui, c'est pas un film d'action pour moi. C'est un film qui essaye de. Enfin, c'est un film qui est là pour ouvrir la discussion.
Mais en même temps, Brad Bird oblige, toutes les scènes d'action, hein, peut-être à l'exception, et je suis complètement d'accord avec David, du troisième acte qui est un peu foiré parce qu'il n'y réussit ni sur l'aspect idéologique, enfin la façon dont il le filme et tout, pas très intéressante, et il essaie d'enrober ça dans un combat contre des espèces de pseudo-robots tout blancs, tout moches. Mais entre-temps, tout ce que t'as eu en termes d'action, c'est quand même hyper stylé. Genre, je me souviens franchement que les séquences sont hyper bien construites et que là, pour le coup, l'invasion de la maison, par exemple, elle est géniale. À part du coup Prince of Persia, de tous les films dont on a parlé aujourd'hui, je pense que c'est des films qui sont globalement bien réels d'un point de vue actionneur, tu vois. Genre, les séquences sont quand même pas dégueulasses, quoi. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui des Hobbs & Shaw ou même des films Marvel, etc., des grosses machines qui sont prétendument, tu vois, les héritiers du cinéma d'action, t'es pas foutu de comprendre qui tire sur quoi, à quel moment. Non mais Hobbs & Shaw, c'est une catastrophe. Ah oui, bah il y a des livres à écrire sur ce film. C'est horrible. Enfin, ça ne veut rien dire. Moi, si tu veux, à partir du moment où les mecs sont piégés sur une île et qu'il y a la tempête qui cause des fréquences et que tu peux désactiver les armes à distance, enfin, là j'étais 100% refait. Mais on parle de cette séquence de fin qui commence au milieu de la nuit et 5 minutes après c'est le jour. Ce n'est pas David, je te demande d'intervenir, ce n'est pas un podcast consacré à Hobbs & Shaw. Mais je suis d'accord, Manu, j'ai moi-même pété un peu un plomb. Ouais, il faudra qu'on le fasse quand même, ce podcast. Hobbs & Shaw, 6 mois plus tard. Allez, on l'a déjà tous abordé, mais quel est le film qu'on va réhabiliter sur le lot Manu, t'as déjà annoncé Tomorrowland et... Bah, je pense je pense que c'est plus important de réhabiliter Tomorrowland que Lone Ranger. Et je pense que Manu a parfaitement résumé en disant s'il y a un actionneur à réhabiliter, c'est Lone Ranger, mais sinon c'est Tomorrowland. Mais Tomorrowland, car il faut arrêter d'être dans les étiquettes et dans les genres, tu vois, faut aller au-delà de ce qui te touche. Et Tomorrowland, ça touche ton enfance. Et en plus, je pense que Lone Ranger, pour son gros problème avec Johnny Depp qui incarne un natif américain, en fait, j'avoue, ce serait borderline. Il mérite pas la réhabilitation, quoi. Il faut réhabiliter tu peux aller Crash. le voir si t'as envie de voir à quoi ça ressemble, mais je pense que pour ça, il mérite pas sa réhabilitation. Il y a personne qui a fait un montage, tu sais, un peu comme ils font les incels et tout, genre en mode c'est le film mais sans Johnny Depp. Ça se trouve, c'est bien. Peut-être. Ce serait hyper méta. Par contre, du coup, il dure 1 heure. Allez, on va passer vite au quiz. Mais c'est quoi ta réponse, toi? C'est Tomorrowland aussi Ah, moi, ouais, c'est Tomorrowland, évidemment. Oh, ouais, non, Tomorrowland, ouais. Ouais, et là, il va pouvoir rappuyer sur sa console. Ah, non. Allez, ce sera... Là, on va parler des dessins animés qu'on bidait, parce que sur Actioner, on s'en fout. Donc, ça sera des extraits. Je crois que j'ai un extrait musical pour chacun et un extrait du film. Ok. Allez, premier. J'avais pourtant cru entendre du bruit. Oh, c'était toi alors? Oui. Ils t'ont fait prisonnier, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi, je suis détenue contre ma volonté. Oh. Mais ça s'allume. Bien entendu, c'est une bulle magique. C'est extrêmement sexuel. Oh, je déteste cet endroit. Tout ce qui se passe. J'espère qu'il n'y a pas de rats par ici. Oh, ce n'est pas que ce genre d'animaux me fasse horreur, mais ils ont cette fâcheuse manie de vous sauter dessus. Je suis la princesse Elon, oui. Es-tu un seigneur? Ou bien un guerrier? Non. Non, je ne suis qu'un simple valet de ferme. Alors, proposition? Putain, c'est là que vous allez voir que ma culture en animation est désastreuse. C'est pas quelque chose et le chaudron magique? Non? Oui, bravo. Tara avait le chaudron magique, c'est ça? Exact. Remets oui, bravo du coup. Alors... Oui, bravo. Il faut savoir que je n'ai jamais vu ce film, mais que j'en ai entendu parler et j'ai fait un peu de déduction. Bravo. Mais c'est quoi ce film alors? C'est Tara et le chaudron magique. C'est un film des années 80 qui a assez noir et il a complètement bidé à l'époque de sa sortie. D'accord. C'est un truc de fantasy, genre? Ouais, c'est ça. C'est un truc de fantasy, ouais. Ok. Pensez un peu Dark Crystal, mais en animation, quoi. Ok. Bon, je vous passe pas la musique, hein. J'aurais pu, mais je le fais pas. Allez, on passe directement au deuxième film à trouver. Extrait 1. Vous avez l'impertinence de croire que vous êtes les bienvenus ici. Si les étrangers nous aident à comprendre notre passé, peut-être pourrons-nous sauver notre futur. Notre unique chance de survie repose sur vous, monsieur Savage. Sur vous et votre manuscrit. Milo. Nous entrerons dans l'histoire, C'est nous l'Atlantide. sombrerons dans l'oubli. Ouais, c'est l'Atlantide. Ouais. T'as raison. C'est Phobos qui l'a dit. Ah, bravo, fantastique.
Ok, donc 2 points pour Phobos. Putain. Allez, dernier. Ah ouais, donc Attends, on n'a même pas un espoir de remonter, putain, chaud. Non, mais Thibaut, faut accepter la défaite des fois. La planète au trésor, Titan à eux. Anastasia. Ça a Mais pas Titan été- à eux, c'est pas de Disney. Ah ouais, c'est vrai. Et Anastasia, ça a pas floppé. Hein. Et Anastasia non plus d'ailleurs, c'est la Fox. Ça a coulé Ouais. la Fox Animation Titan E. Oui, mais maintenant la Fox c'est Disney, donc je vous emmerde tous. Bam. Allez, le dernier, ce sera d'abord l'extrait musical. La planète au trésor, la planète au trésor, la planète au trésor, David Yes. Hallyday, la planète au trésor, David Hallyday, extrêmement lourd. Oui, bravo. Oui, de rien. J'adore ce film, je suis chaud pour faire un remake ou une suite. Appelez-moi. Vous voyez, c'est là que je sens un léger décalage. C'est que j'ai entendu la réponse de Thibaut avant d'entendre l'extrait musical. Ah, Et du énorme. coup, j'ai pas Ah. compris ce qu'était l'extrait musical. Enfin, j'ai pas Mais c'est compris les parce que réponses de t'étais Thibaut. dans le futur, ça. Mais ouais, t'es trop tomorrow, toi. Mais c'est clair. Mais c'était quoi du coup le film? J'ai pas compris. C'est la planète au trésor. Planète au trésor. Ok. T'as jamais vu la planète au trésor? Non, pas du tout. Faut absolument voir la planète au trésor. Non, il est pas si bien que ça. Il est Je trouve. lourd, il est lourd, il est lourd, il est lourd. C'est les pirates dans l'espace, comment tu peux me dire ça, toi, Non, David? mais j'adore. Mais Long John Silver, ils l'ont loupé. Et Ah, moi c'est, j'aime bien ce Long John Silver cuistot un peu gros là, j'aime bien. Moi j'aime bien. Ah, je trouve qu'il est pas charismatique pour un sou. Pour moi, Long John Silver, c'est le personnage charismatique. Ouais, mais on en parlera dans par ton excellence. pirate podcast que tu vas créer. C'est vrai. Allez, ben on va se laisser là alors. Eh ben, Tiens. laissons-nous là. Allez, ciao, à plus. Laissons-nous là. Allez, ciao. Allez, parlez un peu de votre actu. Tiens, Manu. Bah écoute, j'ai sorti quelques numéros du coin pop, principalement sur Lost en septembre. Donc il y a trois parties qui représentent à peu près 6 heures de podcast sur Lost en septembre. Et scoop ultime, il devrait y avoir une saison 4, une partie 4 qui arrivera prochainement. Saison 4. Une fois que je l'enregistre. Puisque notre cher Straffer a fini la série et qu'on a un autre pote qui voulait en parler. Donc, je pense qu'on va faire un format libre, discussion autour de Lost avec eux. Et j'ai lancé aussi un spin-off qui s'appelle After Watchmen, qui est très clair dans le titre puisque ça parle J'adore ce nom. des épisodes de Watchmen après leur sortie. Watchmen qui sort sur HBO le 20 octobre, donc c'est dans une semaine pour nous, et du coup le 21 en France sur OCS. Donc voilà, on a sorti un numéro 0 il y a une semaine avec Corentin, Océane et Guigui. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter, n'hésitez pas à faire tourner. C'est fait. Et voilà, l'étendue de mes actualités. Normalement, il y a les After Watchmen qui vont sortir toutes les semaines très bientôt. Et je vais peut-être faire quelques petits podcasts sur Terminator pour la sortie d'un certain film. Aïe, au aïe, futur aïe, sombre. aïe, Ça te chauffe, Thibaut? Ah, je suis chaud sur Dark Fate. J'ai vu encore la bande-annonce hier soir en allant voir Joker. J'étais là, waouh, Sarah Connor, mon pote. Je me fais piéger à chaque putain de film. Bon, Terminator Genesis, ça pue la merde dès le départ, on le savait, mais j'ai quand même été le voir Day One, donc j'ai rien à dire. Je suis un Yankee. À part que je suis un Yankee, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'actu? On a fait des très bons épisodes de Trader. On a fait, parce que je pense que d'ici à ce que ce podcast soit publié, on en aura fait 2. Parce qu'il y a l'épisode sur la politique. Enfin, sur Star Wars est-il de gauche, ce qui est un peu plus précis que Star Wars et la politique, et ce qui permet de faire un podcast qui dure quand même déjà 2h30, donc c'est déjà relativement long. Très bon podcast avec Fabri et Annaleps, on a bien parlé, je suis assez fier, j'ai réécouté le podcast et je trouve qu'on a vraiment balayé pas mal de sujets. Il fonctionne assez fort, mais je vous encourage quand même à le partager, à l'écouter, à tout ça si vous l'avez pas encore fait. Et là, on a l'épisode qui vient sur les 20 ans de la menace fantôme, donc on enregistre demain à l'heure où on enregistre cet épisode d'Actionneur. Je pense que tout le monde a compris, j'espère. Attention, c'est compliqué, c'est un peu comme Terminator. Il y a plusieurs timelines. Il y a les sables Exactement, du temps. les sables dans cette du temps. Effectivement, Manu, lui, il avait le bon thème. Bon, moi, j'étais déjà sur le prochain Actionneur ou le prochain Le Coin Pop, que sais-je. En tout cas, pas le prochain Outrider, puisque ce sera consacré à la menace fantôme, qui est sans doute toujours mon film préféré de la prélogie, et je le défendrai une nouvelle fois. Mais non. What?
Et enfin, dernière chose, du coup, on aura l'épisode de novembre parce qu'en fait, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est le 13 octobre. Donc il y a 20 ans jour pour jour sortait La Menace Fantôme en France. Et en fait, dans un mois, le mec il révèle les coulisses, quoi. Et le 13 novembre, le premier épisode de The Mandalorian sera sorti. Donc si vous n'êtes pas trop bête, vous savez de quoi on va parler en novembre dans Outrider aussi. Voilà, je vous fais des bisous et merci encore pour l'invitation, David. J'ai eu beaucoup de fun à revoir Lone Ranger. Et Constance, t'as une petite actu ? Ouais, donc. Elle est malade. Grosse actu, je suis malade pour changer. Non, mais deux petites actus. Déjà, encore une fois, je te le dis en live, merci David pour m'avoir confié les rênes du dernier numéro d'Actionneur sur les parcs d'attractions et sur les attractions adaptées de films. Pour compléter le podcast, j'ai sorti plusieurs articles en français, en anglais, dont une interview d'un concept artiste qui a bossé sur des attractions Mad Max et Pacific Rim. Donc vous pouvez aller voir ça sur le site d'Actionneur si ça vous intéresse. Et puis petite actu dans ma vie de... D'ailleurs, il me doit un paquet de thunes, ce bâtard. Petite actu dans ma vie de cosplayeuse, un shooting qui va sortir très très bientôt de République et moi-même en Soldier et Je suis pas tenu, Arnaud. De Overwatch. Donc voilà, si vous voulez voir ça, ça sera. On a déjà vu les stories de Oui, voilà, Thibaut. c'est en story sur Instagram et ça sera bientôt sur tous les réseaux de Phobos et République. Yes. On va se laisser donc là. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain podcast dont je connais déjà le thème. Ce sera sans doute Michael Bay. Ouh, lourd. Je sais avec qui ce sera en plus. Ouais. Le plus grand fan de Michael Bay de France. Donc on se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Bisous. Ciao. Salut.